Aujourd'hui, double programme. Double programme. Bah voilà, il est Et dans la oui, chambre d'à il côté. est C'est chambre d'à pour côté, le exceptionnel, scénario, exceptionnel. absolument. Il compte se donner la mort à un moment dans le stream. Et au moment où il coupe sa caméra, vous savez Quand la que c'est porte fini, derrière quoi. Nayan sera fermée, c'est fini, c'est foutu. Donc, aujourd'hui, double programme de festival. C'est vrai ça. Parce que Christophe. Bird d'André Arnold était à Cannes l'année dernière. Et c'est une des dernières sorties, si ce n'est la dernière. Il reste qu'il en reste. Cronenberg Ah oui, c'est vrai. et les je Linceuls. crois un autre film, je sais plus lequel. Et donc, la chambre d'à côté de Pedro Almodovar, qui était Lion d'Or. Lion d'Or, tout à fait, à Voilà, Venise. à Venise cette année. Dernier festival. Et beaucoup de gens à l'époque nous avaient dit c'était un peu le seul film C'est un vrai, peu bien, quoi. le seul film pas trop mal. Bah, faudrait C'était un peu comparer, terrible. mais je me souviens plus ce qu'il y avait d'autre à Venise. Il y avait leurs enfants après eux, mais j'ai pas souvenir des autres. Je leur ai pas donné Lion d'Or. Je te le dis. Donc, on va commencer par Bird d'André Arnold. J'espère que ce film. Est-ce que vous l'avez vu? Ouais, voilà. Est-ce que vous avez bien aimé le film? Première question. Je sais que un de nos meilleurs subs a adoré. Voilà. Donc, Bird d'André Arnold, qu'est-ce que ça raconte, mon cher Clément? Bird, tout simplement, C'est un oiseau. C'est la traduction de oiseau. Non, Bird, tout simplement, c'est donc c'est le nouveau film de André Arnold qu'on connaît notamment pour Fish Tank ou American Honey il y a pas très longtemps. Son dernier film en date était un peu à part parce que c'était un documentaire qui s'appelait Cow. Je crois que c'est un documentaire, si je me Ouais, trompe pas. absolument. C'est son seul d'ailleurs. Que j'ai pas vu et qui revient donc là avec un film qui se passe dans le Kent, donc voilà, en Angleterre, dans une banlieue assez défavorisée, où on va suivre une fillette de 12 ans, je crois, qui s'appelle Bailey, et qui vit dans une sorte de squat avec son père qui est joué par Barry Keoghan, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais... Ouais. Et Bug. quoi? Il s'appelle Bug. Il s'appelle Bug, son père, c'est vrai. Il s'appelle Bug. Et donc, on va suivre un petit peu sur à peu près une semaine la vie de cette jeune fille. Une semaine qui va être riche en rebondissements, puisque d'un côté, son père prévoit de se marier, ce qui la met un peu dans tous ses états. Et elle va faire la connaissance d'un personnage un petit peu étonnant, une sorte d'homme-enfant qui se fait appeler Bird et qui est en quête de sa famille. Absolument. Et donc voilà, tout ce petit monde va se retrouver comme ça dans le dispositif, on pourrait dire, André Arnold, qui est un petit peu le même, on va dire, en termes de facture que sur ses précédents films, c'est-à-dire une caméra portée qui va être toujours un petit peu comme ça au plus près de l'action et prêt à saisir un petit peu à la fois les aléas de la vie et on pourrait dire des petits décrochages poétiques comme ça qui émaillent le film. Est-ce que Nayan, toi, tu connais un peu le cinéma d'André Arnold? Est-ce que tu es un peu familier avec Non, ça? moi, le seul film que j'ai vu d'elle, c'est un court-métrage qui s'appelle Wasp, qu'on avait vu en cours à l'école. Donc encore un animal. Sur. C'est ça, exactement. Sauf qu'il n'a pas trop le même rôle parce que là, c'est vraiment un danger, quoi. La guêpe qui en fait se faufile dans la bouche d'un bébé. Donc voilà, tout le court-métrage repose sur voilà, ça parle, c'est pareil, c'est une famille monoparentale avec une mère très jeune qui est un peu surmenée par tous ces problèmes et en fait, son bébé, elle perd un peu son attention et t'as une guêpe qui tourne autour du bébé et qui va finir dans sa bouche. Et donc c'est un film avec un cœur assez social, mais avec toute cette intrigue. Enfin, c'est limite un thriller quoi, dans la manière dont c'est raconté. Enfin, je trouve. Donc un projet quand même assez différent. Mais voilà, c'est la seule chose que je connais. Très bien. Toi, de Clément, est-ce que notre tu ami connais un peu Arnold. Écoute, j'ai vu seulement Fish Tank, qui peut-être par certains aspects est un peu un des plus proches, parce qu'il me semble que ça se passait aussi dans une banlieue en Angleterre. Oui, Michael Fassbender d'ailleurs jouait dans le film à une époque qui n'était pas encore très connu. J'ai plutôt un bon souvenir du film, et j'avoue que mon visionnage remonte un peu. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que a priori, Bird, on va dire, poursuit une certaine continuité, à la fois dans ce que j'ai décrit, et puis cette idée que tu soulèves aussi, Nayan, de s'intéresser un petit peu à des populations, on va dire, soit en difficulté, soit un petit peu à la marge. American Honey était déjà une sorte un peu de fresque comme ça, pour le coup en Amérique et pas en Angleterre, mais voilà, un petit peu d'un certain mode de vie un peu plus underground, et voilà, on retrouve cette teinte sociale dont parlait Nayan dans Bird. On n'en a pas trop parlé tous ensemble avant. Loïc, tu as plutôt aimé le film, je crois. Oui, moi c'est un film que je trouve assez intéressant et rapidement en fait pour une raison très précise, c'est que j'ai repensé. Alors attends, les amis, je vous ai perdu.
Enfin, vous êtes plus à l'image, est-ce que c'est parce qu'il y a la bande-annonce l'image c'est normal, Nayan. C'est juste le son normalement. Si c'est good de D'accord, vous ok. entendre. D'accord. Ça roule. Donc, moi, le film m'a intéressé pour une raison très précise, qui est la raison pour laquelle j'ai repensé à l'histoire de Suleiman en le regardant, parce qu'à l'époque de ce film-là, je m'étais posé la question de pourquoi, devant l'histoire de Suleiman, j'ai l'impression que la caméra n'épouse jamais vraiment le regard et la perspective du protagoniste, alors que c'est un travail de caméra qu'on pourrait qualifier de similaire. C'est une caméra épaule qui suit les mouvements, le quotidien, un peu l'imprévisibilité de la vie. Et pourquoi est-ce que devant Bird, par contre, j'ai l'impression de tout le temps épouser le regard de la protagoniste et la perception, le regard sur le monde. Donc tout de suite, c'est cette question-là qui en fait émerveille devant Bird et probablement devant la majorité des films d'André Arnold. C'est une question de perception, c'est une question de vraiment épouser un rapport au monde, un regard sur les choses qui est sensible, qui est propre au protagoniste qu'elle choisit de dépeindre, c'est-à-dire, comme tu l'as dit, des protagonistes un peu de classe prolétaire anglaise, dont d'ailleurs elle est elle-même issue, et l'histoire de Bird ressemble un peu à la sienne dans la mesure où elle a été élevée seule par un père un peu installé dans un squat de la même façon. Et donc, je vais répondre à cette fameuse question, pourquoi est-ce que dans ce film-ci, on a plus l'impression d'épouser son point de vue? C'est un travail de cadre qui est en fait souvent une question d'épouser le regard du protagoniste, c'est-à-dire que la majorité du temps, on va être sur le protagoniste qui parle, normalement, et la caméra va se permettre des à-côté, des déplacements, pour suivre soit l'objet de leur regard, soit l'objet de leur attention. Par exemple, au début du film, alors que la fille est sur une sorte de petit pont, entourée de grillages, elle regarde, elle filme au téléphone certaines choses, elle se tourne, et passe à côté d'elle 2 jeunes filles qui font un mouvement de danse un peu typique anglais, où elles battent un peu des jambes très rapidement, et la caméra décide de se décaler et de les filmer, elles, ces filles-là, parce qu'on sent que Bailey a en fait son attention déplacée sur ces filles également, sans pour autant que le personnage ait à les regarder, sans pour autant à ce qu'il y ait besoin d'établir un champ contre champ entre les deux. On saisit tout de suite le déplacement sensible qui se joue aussi au son, parce que le film a un travail sur le son qui est toujours aussi une question de perception, de points d'écoute qui se déplacent, qui un peu suit comme ça la perception telle qu'elle est réellement, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais à 100% partout, mais qu'elle se déplace. On a un objet vers lequel on va, on tend à autre chose. Autre exemple de séquence dans laquelle le déplacement de la caméra pourrait paraître surprenant, c'est celui où le père de Bailey arrive avec une sorte de tenue rose qu'il lui demande de mettre pour son mariage, et va se passer une sorte de scène où il va passer son temps à lui remettre le vêtement sur elle, et elle va le rejeter. Et tout le temps, une sorte de mécanique, il récupère le vêtement, il la donne, elle la rejette, etc. Et la caméra va à chaque fois filmer le vêtement être jeté par terre, quoi. Presque comme s'il fallait le mouvement en entier, ou la tenue de Demoiselle d'honneur. Comme s'il fallait filmer le vêtement par terre. N'importe quel cinéaste se serait contenté de filmer elle et lui, et de considérer le vêtement comme quelque chose de secondaire qu'on peut faire revenir et disparaître du champ à volonté. Et ce travail sensible-là, c'est aussi une sorte de faiblesse qui va advenir pour moi dans le film a posteriori, mais qui serait un peu ma faiblesse concernant le film, c'est-à-dire que j'ai la sensation que pour arriver à justifier, à légitimer une écoute et un rapport sensible au monde, elle est obligée de quadriller son film de façon très scénaristique pour s'autoriser autant de digressions, mais que ce cadrage scénaristique-là peut à certains moments dans le film lui peser et faire oublier justement cette question sensible, notamment cette question de mariage qui arrive comme une sorte de date un peu finale, on sent dès le début que ça va être la finalité du film, cette sorte de quête pour retrouver le père du personnage de Bird et la mère, enfin les parents de Bird, qui va aussi advenir de on va voir telle personne qui nous donne telle info, qui nous renvoie à telle personne, etc. On sent, et donc ça va dans une direction contraire de la sensibilité, tout d'un coup ça devient très cadré. Est-ce que Nayan, tu veux rebondir ou... Oui, alors moi c'est
un peu en lien avec ce que tu dis, Loïc, sur ce. En fait, moi, ce qui me gêne, c'est le systématisme d'un choix filmique, quel qu'il soit. Un peu cette idée que, ok, on va adopter une manière de cadrer et en fait, on va jamais en sortir. Et c'était un peu le cas dans le seul autre film que j'ai vu d'elle, Wasp. Mais j'ai l'impression que ça bridait un peu à la fois les auteurs du film, aussi les acteurs, et qu'on s'empêchait, enfin, ouais, ils s'empêchaient un peu toutes les potentialités métaphoriques, un peu symboliques, parce que le film amène à ça, et le titre en parle, quoi, parce qu'elle va avoir un, un lien assez particulier avec la figure de l'oiseau. Et voilà, un symbole de liberté. D'ailleurs, le premier plan est assez chouette parce que c'est un plan très furtif sur un vol d'oiseau comme ça qui est perçu à travers un grillage en extérieur, en contre-jour avec un soleil très fort. Et, et donc, je me suis dit, cette imperfection de la caméra, ce côté très, très instable et très furtif, je voyais où elle voulait en venir avec ce côté liberté qu'on entrevoit, mais qui nous passe un peu comme ça sans qu'on puisse l'attraper. Mais je trouve que après les idées du film partent vers, enfin, avec toute cette métaphore de l'oiseau, la, la caméra, le cadre, la mise en scène, le montage, les choix de valeur de plan n'épousent pas cette ambition métaphorique, je trouve. C'est-à-dire qu'on fait des choix de métaphores qui dépassent un peu le réel, qui vont dans la dimension un peu magique, mais la caméra, elle reste dans ce même schéma, et je trouve que c'est dommage, parce que ça empêche de passer vraiment de l'autre côté voilà, de la frontière réel et symbolisme. C'est ça que je trouve dommage. Mais là où je te C'est-à-dire que rejoins, dans c'est... l'écriture, on Pardon, va. pardon. Ouais. Non, je t'en prie, vas-y, Non, juste vas-y. pour venir, c'est que dans l'écriture, on se permet de sortir un peu des clous, mais pas à la mise en scène. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que... on pourrait dire que c'est un des trucs qui m'a... Enfin, moi, j'ai un peu moins aimé le film, en tout cas, que Loïc, mais je pense qu'un des premiers trucs qui a fait un peu écran pour moi, c'est que j'ai l'impression que cette espèce de principe de mise en scène qui est dans une sorte de rapport sensible, hein, là, tous les textes qui ont aimé le film, c'est le film sensible et probablement solaire aussi, mais... Et enfin, cette espèce de rapport un petit peu, on va dire, brut au réel et aussi ouvert à attraper ce qui va dans le réel proposer une forme un peu de magie. J'ai l'impression que c'est quand même une forme assez standard en fait du cinéma indépendant, enfin là en l'occurrence anglais mais américain aussi a fortiori. Et surtout qu'en fait c'est un petit peu une sorte de limite vis-à-vis du film, c'est que j'ai l'impression qu'elle a fait une sorte de pari, c'est-à-dire en chevillant un peu ma caméra à mon personnage principal, je vais à la fois rendre compte de son espace social et réussir à dépasser un petit peu cette condition, quoi. Un peu ce dont tu parlais, Nayan, avec, on va dire, voilà, presque les éléments pseudo-fantastiques, bon, voilà, sans trop rentrer dans le détail, que le film peut contenir. En fait, j'ai l'impression que c'est un peu une sorte de pari, quoi. C'est parce qu'il faut que quelque chose finalement se produise. C'est un dispositif qui ne se justifie que si effectivement quelque chose du réel va émerger et voilà, demander à être saisi au vol presque, pour reprendre la métaphore de l'oiseau. Et à mon avis, le problème global du film, qui rejoint aussi la limite que tu posais, Loïc, c'est que en fait, pour justifier de ce dispositif et pour gagner son pari, elle est obligée de remplir le film. Et je trouve que le film est beaucoup trop fabriqué, on va dire, presque pour justifier le fait que la mise en scène puisse voilà, se saisir quelque chose. Bah, du coup, on met plein de choses à saisir dans toutes les scènes. Et typiquement, ce truc sur les oiseaux, moi, il y a un moment, ça m'a presque fait rire dans le film, parce que bon, ça nourrit pas que un enjeu symbolique, on va dire, mais il y a un moment où on a l'impression que toutes les scènes doivent contenir un peu leur plan furtif sur un oiseau qui s'envole, ou sur un animal qui fait un petit mouvement, ou sur une fleur balayée par le vent, etc. Et en fait, je trouve que globalement, le film, comme tu l'as, en fait, je suis d'accord avec toi, Loïc, sur cette réserve qui pour moi a pris plus de place, c'est qu'il y a une espèce de contradiction, en tout cas un petit peu de fausseté, au sens où c'est un dispositif qui est là
pour saisir quelque chose qui viendra du monde et qui en fait justifie sa propre existence par un scénario en fait qui va un peu par coup de force essayer de charger la mule. Et typiquement, comme tu l'as dit, sur la multiplication des lignes narratives du film, un peu cette espèce d'empilement de péripéties avec le mariage, la rencontre avec ce nouveau personnage, ce qui se passe avec la mère de Bailey, avec les jeunes, avec son frère, enfin son demi-frère en particulier, qui a aussi et en fait il y a une espèce d'accumulation comme ça, un petit peu de pistes scénaristiques. J'ai l'impression qu'il est là pour en fait donner du grain à moudre, si on veut, à une mise en scène qui finalement n'est pas aussi patiente et attentive qu'on voudrait bien le croire, quoi. Et typiquement, il y a une scène que j'aime vraiment bien. Enfin, je dirais il y a deux choses que j'aime vraiment bien. Un qui est localisé, qui est une scène où Bailey se balade dans un champ. C'est juste avant ou après qu'elle rencontre Bird, je pense juste avant. Et on voit un peu les bourrasques de vent qui s'abattent sur le champ. Et on voit toutes les feuilles, toutes les brindilles qui vraiment vibrent très fort, quoi. Et donc là, il y a, pour ce moment-là, en tout cas, ça dure peut-être, 30 secondes, en tout cas, c'est pas juste un insert furtif pour nous rappeler que on est au bord d'un monde sensible, qui ne manque qu'à être filmé. Et là, il y a vraiment juste un petit bout de séquence pour dire, là, on prend en compte ce phénomène physique et on le filme vraiment, quoi. On filme vraiment un peu les bouleversements de la nature, et pour le coup, c'est quelque chose qui échappe complètement à toute logique de scénario, même si ça nourrit un peu l'apparition de Bird après. Et le deuxième élément, je pense, que j'aime bien dans le film, c'est Barry Keoghan, donc Bug, son père, tout simplement parce que j'ai l'impression que lui, même si son personnage a une utilité scénaristique bien précise, que lui, son jeu, son côté un peu explosif, très spontané comme ça, pour le coup, dérègle un petit peu, en tout cas, n'est pas réductible à son archétype de personnage, ou je sais pas en fait dans quel sens il va bouger, quelle intonation il va prendre. C'est à la fois un père un petit peu négligent et en même temps très affectueux, et donc on sait jamais tout à fait sur quel des deux pieds, quoi, il va danser. Est-ce qu'il va être un peu trop agressif ou un peu trop sympathique, et je trouve que pour le coup, cet acteur-là m'a bien séduit. Ouais. Après, je trouve que sa progression est quand même linéaire. Après, j'aime beaucoup le parcours de ce personnage, mais voilà, il part d'un point qui l'antagonise un petit peu, puis petit à petit, on se rend compte qu'il a une affection, il a une certaine douceur, et je trouve la scène sur le quai à la fin entre lui et son fils qui veut pas que sa copine avorte. Il lui dit non, mais on voit dès le début du film que le père est très très jeune, et donc là il se remet face à sa propre sa propre expérience, et dit à son fils non, mais t'as 14 ans, c'est trop jeune. Enfin, j'aime bien cette sorte de complicité finale qui, je pense, marque un aboutissement à l'arc narratif du père, et j'aime bien la manière dont il a été traité dans le scénario. Mais voilà, enfin, tout ça pour dire que je trouvais que sa ligne était quand même assez directive. Assez balisée, ouais. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose d'important dans lequel il faut remettre le film, c'est aussi le contexte cinématographique anglais, dans la mesure où c'est un cinéma qui est quand même assez pauvre. François Truffaut lui-même avait dit que le cinéma anglais n'existait pas. Et c'est un pays dans lequel, en effet, c'est taillé peu de mouvements cinématographiques, ou en tout cas de direction un peu culturelle, à part un massif qui est le social realism, donc le réalisme social anglais, britannique, qui est né dans les années 60. Maintenant, on connaît surtout des cinéastes comme Ken Loach, évidemment, mais il y en a eu d'autres, notamment des cinéastes qui ont pu s'exporter aux États-Unis, des films comme... Donne-moi un indice. Des jours de la semaine. Lundi après-midi, Sunday morning, Friday night, Sunday morning, un truc comme ça. Et donc, André Arnold s'inscrit dans cette mouvance de cinéma. Et on peut tout de suite penser au film Kess de Ken Loach, qui était son tout premier film de 1967, qui parlait aussi de Karl Reiss, par exemple, tout à fait. Donc de Kess de Ken Loach, qui parlait aussi de l'arrivée d'un oiseau dans la vie d'un jeune homme prolétaire, et qui va y trouver samedi soir et dimanche matin. Très bien, merci beaucoup Mathieu pour cette petite correction. Donc, qui va trouver un peu de la beauté dans le monde, ce monde qui semble si cruel et si dur, qui est le monde
dans lequel on affecte les pauvres à travailler jeunes, à vivre avec très peu d'argent. Et donc il va nouer une relation avec un petit faucon qui va se trouver sa façon à lui de sublimer le réel, de dépasser un petit peu le carcan. Et c'est ce que je retrouve comme travail dans Bird, mais à la place donc d'un vrai oiseau, on a une sorte de personnage hybride qui s'appelle Bird, mais qui n'en est pas un, jusqu'à un certain moment, qui agit comme un oiseau, qui passe son temps à manger des graines, qui a un costume très surprenant avec un kilt, et une sorte de différents pulls, mais à chaque fois dans des teintes marron qui flottent un petit peu, qui lui donnent la sensation d'être toujours un peu en flottement. Lui-même, dans son jeu d'acteur, a une façon notamment dans la scène où on le rencontre, de faire des roulades par terre, de s'amuser, d'être très libre en fait corporellement. Oui, il a même le visage un petit peu... Oui, il a un bec de faucon, un bec de lièvre, pardon. Et même dans la bande-annonce, on le voit de temps en temps perché sur le haut d'un immeuble, tel un corbeau regardant la ville. Et donc ce personnage-là va un peu servir de fil permettant de percer un peu les carcans du réel, mais ce n'est pas du tout le seul. Comme vous l'avez dit, on a plein de plans dans lesquels on va tout d'un coup suivre un oiseau, des plantes, des insectes, et en fait ça rentre dans un travail que André Arnold avait déjà commencé, notamment je pense au film Cow, qui est vraiment un travail de l'antispécisme, d'une mise à égalité, d'un intérêt équivalent pour toutes les formes du vivant, et qui considère que chacune est aussi belle et que c'est presque comme ça en fait qu'on peut découvrir le monde. C'est que le cinéma sert aussi à ça, il sert aussi à rappeler et presque à mieux voir le réel. Et André Arnold, sa façon de mieux voir le réel, c'est de tout regarder. C'est de regarder à égalité les petits papillons sur le bord des fenêtres, les oiseaux qui passent, de s'enchanter de toutes ces choses qu'on ne regarde pas. Et ce personnage de Bird crée une sorte de développement même de la façon de regarder les êtres humains, où on peut considérer qu'ils sont une sorte d'entre-espace, d'interespace entre l'être humain et l'animalité. Partout, tout le temps, on peut trouver de la magie, de la beauté dans le corps humain, dans la façon de se mouvoir, d'interagir. Et c'est pour ça que c'est en même temps une phrase un poncif, un peu simple de parler de regard sensible sur le monde, mais en même temps, ça me semble être oui, c'est ce qu'elle met en œuvre, clairement. D'être inévitable. Bah, disons que là, c'est très juste, mais j'avoue que même sur ce versant un peu réalisme social, je me pose un peu des questions. C'est pas vraiment tant une critique, un peu un doute, mais de façon un petit peu amusante, presque ironique. Le film commence en utilisant un morceau de Fontaines DC qui s'appelle Too Real, avec le refrain qui dit Is it too real for you? Est-ce que c'est trop réel pour vous? Qui après c'est une sorte de mise au défi de vous allez voir comment je vais vous montrer la vraie vie, quoi. Et en fait, je me demande dans quelle mesure cet horizon social, il n'est pas un peu factice, parce qu'il y a quand même un peu cette idée que moi j'ai l'impression qu'elle filme, on va dire, un monde défavorisé, uniquement dans le but qu'il soit à un moment percé par une apparition comme par exemple celle du personnage de Bird, tu vois. Et typiquement, c'est pas anodin que Bailey, donc l'héroïne, elle est aussi un petit peu apprentie cinéaste elle-même, puisque elle filme des éléments qu'elle reprojette ensuite sur ses murs. D'ailleurs, Fish Tank, c'était une jeune danseuse. Donc il y a quand même cette idée un peu de dire, presque ce cliché photographique de la fleur qui perce le béton, tu vois. Il y a un truc un peu quand même, pas douteux, mais disons un peu clicheteux, je trouve, de... elle est partie de rien et malgré les difficultés, la beauté trouve souvent un chemin. Enfin, je trouve qu'il y a presque un truc un peu de... pas la poésie des... Comment on dit ce truc de... Un peu pas la poésie des pauvres gens, tu vois, mais il y a un truc un peu comme ça, en tout cas, je trouve un peu facile, en tout cas, de contraste, de dire... Regardez que même dans ce cadre-là, j'arrive à en dégager de la beauté, que je trouve être aussi un petit peu un poncif. Et je pense que globalement, en fait, c'est ça qui m'a pas trop plu dans le film, c'est que je le trouve extrêmement programmatique et assez réductible en fait à son programme initial, quoi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a vu la première séquence, j'ai l'impression que le film
produit rien vraiment de plus en termes de mise en scène que exactement ce qu'on a compris voilà, dès le début sur cette espèce d'équilibre un petit peu classique entre filmage un peu heurté et surgissement de beauté, quoi. Mais le film ne montre pas une sorte d'élévation par le haut, par la beauté, parce que narrativement, les personnages ne sortent jamais de leur carcan, de leur emprisonnement. Non. Il se passe, leur vie à la fin du film est similaire à celle au début. Seulement, il faut, presque, elle a envie d'apprendre aux gens à regarder le monde autour d'eux. Ouais, mais tu vois, là déjà, on est sur un truc. Non, mais non, elle a conscience que ça va pas sauver, mais. Non, mais effectivement, c'est pas la ligne scénaristique du tout du film de dire que. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est un peu quand même son ambition un peu souterraine de mise en scène, c'est quand même un peu ça. C'est finalement que ce fameux réel, tu vois, au-devant duquel elle va, est surtout un canevas pour que quelque chose en émerge, en fait. Pas tellement une fin en soi. Oui, ça j'entends. Si tu veux. Plutôt que de faire le choix de magnifier en fait le béton, l'immeuble, le quartier, quoi. À la nuance, le choix de couper l'échappatoire dans. À la nuance qu'elle, je trouve, de temps en temps, moins fréquemment dans le film, mais elle fait aussi ce choix-là, notamment une scène qui m'a beaucoup marqué, qui est la première fois où Bailey prend l'ascenseur pour retourner chez elle, où il y a des tags un peu partout dans l'ascenseur qui sont absolument communs, qu'on a l'habitude de voir tout le temps, mais en fait, simplement, le fait de les cadrer, moi, m'a fait me dire, tiens, c'est vrai qu'il y a quelqu'un qui a fait ce tag dans un geste artistique de vraiment taguer ce mot sur un ascenseur. Et le simple fait de le filmer, de laisser un petit peu de temps dessus, ramène la beauté presque enfouie, cachée de ce tag moche. C'est vrai, mais tu vois, typiquement, si on prend un peu cette séquence-là, il y a aussi, je trouve déjà là des éléments un peu lourds, mais notamment le fait qu'elle voit aussi des messages écrits qui semblent un peu s'adresser à elle, genre don't worry, donc ne t'inquiète pas. Oui. Je sais plus quels sont les autres, mais Hope, il me semble qu'il y en a. Ouais, c'est ça, il y a un truc exactement, espoir, etc. Et je trouve quand même que, voilà, à nouveau, encore une fois, j'ai pas détesté le film, mais je le trouve assez limité en fait. Et j'ai l'impression que pareil sur cette espèce de je sais pas, de la façon dont il organise un peu ses décrochages ou ces petits éléments un peu symboliques, etc. J'ai quand même l'impression qu'on est aussi en terrain plus que connu, quoi. Typiquement, c'est vraiment le film qui rabâche cette image de l'oiseau filmé à travers une cage ou Bailey qui projette l'image de l'oiseau dans le mur de sa chambre. Donc c'est un peu ce truc d'émancipation très, vraiment stéréotypé et voilà, comment dire. Enfin, c'est vraiment cette image-là pure, quoi, presque sans. D'habitude, ce qu'on filme, c'est l'oiseau dans sa cage. C'est pas l'humain depuis sa cage qui filme l'oiseau dehors. Ouais, ça me semble pas non plus révolutionnaire, mais. N'empêche que c'est l'inversion, quoi. Oui, mais c'est toujours la même chose que ça raconte, c'est-à-dire l'identification entre l'humain et l'oiseau. Il y en a, voilà, qui reste emprisonné, et puis surtout. Au-delà du fait que l'image me semble convenue, mais elle est réemployée un peu ad nauseam dans le film. Et je trouve qu'il y a, il y a pas mal d'autres. Pour moi, ça se joue moins sur l'originalité du symbole que la manière dont on le filme. C'est-à-dire, tu peux avoir un symbole très classique, revisité depuis les débuts du cinéma, mais avec comment dire, un choix filmique nouveau. Et c'est là où le film est un peu timide, voire même paresseux, en fait. Parce que, bon, il y a, sans en dire trop, mais il y a une histoire de métamorphose à un moment. Et la caméra, enfin la mise en scène ne prend pas du tout le parti de ce geste, de ce choix qui pourrait être intéressant, même si voilà, ça peut être un choix un peu évident dans le symbole, mais il y a rien qui amplifie le geste, l'idée. On reste sur cette valeur de plan très serrée, un peu instable, où on voit pas vraiment ce qui se passe. Et c'est là où, pour moi, ce dispositif est pas anachronique, c'est pas le mot, mais il n'est pas du tout en corrélation avec comment dire, l'exigence formelle que pose la dimension métaphorique. Mais on a des petits insides
concernant le rapport à la transformation dans le film, et on sait, et on vous transmet cette petite information, voilà, vous êtes en exclu, que à la base, André Arnold voulait en faire quelque chose de beaucoup plus gros, beaucoup plus vaste, notamment sûrement filmer davantage cette transformation, la filmer en plan plus large, essayer de l'incarner davantage, mais que c'était pour des raisons de budget qu'elle avait dû un peu réduire sa taille et son temps à l'écran. Après, alors c'est sûrement. Non, mais c'est une explication pour le plaisir d'entre nous, mais on juge le film pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il n'a pas pu être. Je veux dire qu'au-delà de cette scène, typiquement, je trouve que cet impératif, on pourrait dire, du plan serré, témoigne de ce que moi j'avais ressenti, c'est-à-dire ce besoin de remplir à tout prix le film de trucs, quoi. Et en fait, ce qui est très paradoxal, c'est que je sais pas dans quelle mesure c'est un film qui observe beaucoup, en fait, parce que, en tout cas, qui rend pas du tout l'expérience d'une observation, au sens où il est extrêmement vif, pas du tout patient, extrêmement rythmé, on pourrait dire, et sûr. Pas du tout. Il met pas du tout le spectateur dans un état un peu de se nourrir du réel, comme il peut y avoir, je sais pas, chez plein de cinéastes, chez Ackerman, ou même dans Direct Action, dont on a parlé il y a pas très longtemps. Bon, là, ce qui sont des propositions un peu radicales, mais des trucs comme ça. Ouais, exactement. Et voilà. Mais c'est pas le pari que prend le film, en effet. Pour moi, il est pas dans une contemplation physique du réel de la cinéaste avec sa caméra, mais plus de Enfin, on a presque l'impression que la vie fourmille tout le temps partout dans le film, quoi, qu'il y a un fourmillement, et ça nous donne envie. Cette scène dans l'eau, par exemple, qui est très belle à cause du rapport au son. Dès que ses oreilles rentrent un tout petit peu dans l'eau, on sent... le son change, et dès qu'elle ressort à même le plan, c'est tant de petites variations qu'elle a envie de nous apprendre à regarder, à écouter, auxquelles être attentif. Moi, je suis hyper attentif. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Nayan, ou est-ce qu'on passe Ouais, peut-être un tout petit parallèle avec un film que j'ai vu récemment, qui est le premier film des frères Safdie, Lenny and the Kids. Et j'ai pas pu m'empêcher de le comparer à chaque fois en regardant Bird. Alors c'est pas un film anglais du coup, mais c'est un film qui, voilà, un peu début des années 2010, je crois même que c'est 2009 le film, où on commence à voir un peu cette nouvelle tendance, quoi, de caméra portée, un peu libre. Et puis du coup, Lenny and the Kids, ça parle pareil d'une famille très précaire, un père divorcé qui s'occupe de ses deux enfants, de ses deux fils pendant 1 ou 2 semaines, et qui doit vraiment gérer, enfin essayer de s'en occuper, d'avoir leur garde pendant qu'il doit courir au boulot, et c'est vraiment donc toute sa charge mentale, tout ce sentiment d'insécurité, d'oppression de la vie, d'urgence permanente, et je sais pas vraiment où ça se joue, mais là pour le coup le dispositif est vraiment très pertinent, et le film m'a beaucoup plus plu. Et c'est toujours difficile de cerner un peu ce qui différencie ces films-là, mais je pense qu'il y a une grande part de présence de l'acteur aussi, de l'acteur ou de l'actrice qui joue beaucoup quand en fait tout le film repose sur son portrait. Mais aussi beaucoup des choix de cadrage, c'est-à-dire que c'est pas parce que les films sont en caméra portée qu'ils se ressemblent tous. Moi, j'ai envie de croire un peu à ce dispositif et essayer d'y trouver des nouveautés à chaque fois. Et là, pour le coup, je trouve que le film, par exemple, utilise beaucoup de plans larges. Plans larges en longue focale, mais tout en gardant ce même esprit, avec cette succession de scènes de vie, et un beau déroulement du récit sans intrigue apparente, mais voilà. Tandis que, comme tu le disais, Clément, dans Bird, tout est un peu plus quadrillé, c'est-à-dire qu'on essaye de prétendre une spontanéité, un peu une vie filmée à l'improviste comme ça, alors qu'en fait tout est ordonné. Et ce qui est beaucoup moins le cas chez les frères Safdie, que j'aime beaucoup. Voilà, c'est juste une petite comparaison comme ça que je me permets. C'est très intéressant. Je sais pas si vous l'avez vu. Ouais. Mais oui, c'est pas la même. C'est plus des gens qui se revendiquent de l'urgence que du temps. C'est vrai qu'il y a ce côté très urbain, quoi. Alors que chez comment elle s'appelle, pardon, André Arnold, c'est plus la banlieue. Et c'est vrai que dans ma tête, j'ai un peu cette association qui dit
caméra épaule dans l'urgence dit la ville, et c'est vrai que j'associe moins ça au ciel, au soleil, aux oiseaux. Mais après, c'est moi, quoi, c'est subjectif, mais ça, ce serait intéressant enfin, je sais pas, de voir comment on peut détourner ça. Est-ce qu'on passe au petit quiz que tu nous as Petit cook, quiz, bien Clément? sûr. J'ai cook, tel le cuisisto que je suis. Ah, on a perdu, il faut... Attends, ouais, il est derrière nous. En fait, regardez, il est là. Hop, Il est là, et- la star. On ramène Nayan sur l'écran du quiz. On Tout le met à à la fait. place de la tête Le de Sam Fablemans. Le quiz, écoute, je te laisse montrer la première slide. Il se trouve que... Je vais aller sur Twitch. Vas-y. Ça. Après, à vrai dire, ce quiz-là peut se faire sans les images, si jamais c'est compliqué pour toi. D'accord. J'ai écrit, vous voyez, Cui Glou Glou, ça n'a aucun rapport avec le... C'est par pur délire, donc voilà. Malade ce mec. Non, tout simplement, le principe du quiz est le suivant. Il se trouve que Bird a le même titre qu'un autre film qui préexiste. Ne dites pas encore lequel. J'ai hésité à préparer une vanne pendant notre critique, mais je suis ravi que je l'ai pas tu ne l'aies fait. pas fait. Donc ne dites pas encore lequel, mais il a le même titre qu'un autre film. Et donc le quiz que j'ai préparé, c'est je vous donne un pitch qui est en fait un mélange de pitch de deux films qui ont le même titre mais qui n'ont rien à voir, et vous devez trouver le titre en commun. Donc a priori c'est pas très dur puisqu'il suffit de reconnaître un des deux films pour avoir la réponse, mais voilà. Très bien. Donc vous avez le premier fera un peu exemple, ouais. exactement. Je te laisse afficher Loïc. Une jeune fille as de la trompette combat sa toxicomanie dans la banlieue du Kent pour poursuivre sa carrière musicale. Donc là, le chat, si vous avez tout saisi, si vous êtes au taquet, normalement vous ruez sur votre clavier. Un film de Andrea Eastwood. C'est ça, exactement. Ou de Clint Arnold. De Clint Arnold. Ça fait tout de suite plus... Ouais, Arnold Schwarzenegger, un peu c'est ça, mélange de Clint, quoi. Normal, mais... Est-ce que le chat a compris le jeu? Est-ce que le chat a compris le pitch? Est-ce que c'est flou pour vous? Est-ce que c'est comme un fond de plan dans Bird? Est-ce que vous êtes en caméra? C'est Bird. Voilà, c'est ça. Il fallait juste dire Bird, bien joué. Voilà, tout simplement. Bien joué, Bravo, Mathieu. Et donc, parce que c'est donc... La slide d'après, c'est la réponse. Pas compris. Pas compris. C'est donc Attends, deux films avec des titres en commun. Deux films qui ont le même titre. Ouais. Donc Clément a mélangé les pitchs. Les histoires. Exactement. Donc on a affaire à un pitch d'un film qui n'existe pas. Qui n'existe pas. Qui est donc le mélange de deux films qui ont le même nom. Et là, c'était Bird de voilà, Clint Eastwood et Bird d'André Arnold. Il y avait d'un côté la fillette qui est dans Bird, le film dont on vient de parler, d'André Arnold, et de l'autre côté le trompettiste toxicomane. Mon micro est en train de tomber. Qui est dans le film Bird de Clint Eastwood. Voilà. C'est pas de la trompette. Oui, bon, allez, c'est pas grave. Ouais, bah, faut être précis, hein. C'est pour ça peut-être oui, le chat c'est du saxophone à amp, me saoulez pas. Effectivement, oui, c'est pas de la trompette. Ok. Donc, deuxième pitch. La vie d'un ouvrier du bâtiment, entre insouciance et regret, qui habite dans la maison de ses parents avec l'amour de sa vie, une scientifique spécialisée dans l'étude de la mousse d'arbre. Ok, c'est dur parce que... Il faut essayer de démêler un peu et de trouver quel peut être un des deux films. Ouais. Voilà. Moi, je suis pas... Et voilà, absolument. bien joué Léon. C'est Here, tout simplement. Là, j'ai pris l'exemple le plus... Mathieu l'avait. J'ai pris l'exemple le plus... un des plus récents, cas de figure, où deux films sortis en plus la même année ont le même titre, Here de Baz DeVos et Here de Robert Zemeckis. La mousse de Baz DeVos et la maison de ses parents. C'est ça. Sa vie de Zemeckis. Exactement. Ok, on continue. Oula. À 2 doigts du suicide, un père italien monte une collecte pour sauver son entreprise et s'échapper d'un camp de concentration. Ah bah oui. Très grosse ambiance, mais j'ai commencé un peu par les cas classiques les plus connus de titres en commun. Oui, ok. Ok, bien sûr. Est-ce que Nayan, tu vois de quoi je parle? Ouais, tout à fait. Très bien. Mais c'est le même titre en français. Oui. C'est tout. C'est le titre en français. Et attends, les titres originaux. La vie est belle. C'est ça, bien joué. C'est pas It's a Wonderful Life en anglais. Et mais je sais pas comment s'appelle le film. Ouais, mais le film de Benigni, du coup, je sais pas comment il s'appelle. C'est pas Life is Beautiful? Ah, peut-être. Oui, alors des fois c'est VO, VF, enfin j'ai tout mélangé quoi. D'accord, de toute façon on est là pour s'amuser. Voilà. Effectivement, donc c'était. Voilà. Oui, bon, Mathieu n'exagère pas. Time. Et non, mais c'est ça, donc t'as fait donc, La vie est belle de Frank Capra et La vie est belle de Roberto Benigni. Bravo.
Un spécialiste du FBI tente depuis l'au-delà de traquer un tueur en série avec l'aide d'un petit garçon tourmenté. D'accord, je comprends ton Voilà. VF, VO. Tout à fait, bien sûr. Tout ça devient... Oui, c'est plus souvent un fait de la VF. C'est le sixième sens. Vous êtes chaud. Le chat est C'est bon. tout à fait ça. C'est donc un mélange entre le FBI, c'est le sixième sens, en anglais Manhunter, le film de Michael Mann de 86, et Sixième Sens, donc pour lui qui une traduction plus fidèle, le film de Shyamalan avec Bruce Willis, bien sûr. Bravo à tous. Mal. Michael Shyamalan. Tout à fait. Shyamalan, d'ailleurs. Bon, allez. Isolé avec son mari, un poète en panne d'inspiration, une mère tente d'innocenter son fils handicapé, accusé d'un crime après l'arrivée d'un couple mystérieux. Voilà. Ah, c'est tortueux, là, ça devient plus compliqué. Dans quel film il y a un fils handicapé? Je sais pas. Un poète en panne d'inspi et un fils handicapé. C'est pas le même film. On est d'accord que la panne d'inspi c'est un film, le fils handicapé accusé d'un crime c'est un autre. C'est un autre, ouais. C'est ça. Tu l'as toi, Nayan? Non, je l'ai pas. Et le couple mystérieux, il appartient à quel film? Le couple mystérieux appartient à Isolé avec son mari, un poète en panne d'inspiration. Ouais, je vous aide un peu à démêler les deux films. Vous voyez pas la mère qui tente d'innocenter son fils handicapé accusé d'un crime? Mais ça me dit un truc. Film d'un cinéaste qui sort un film bientôt, là, un cinéaste de renom international. Il sort un film en mars, je crois, ou quelque chose comme ça. Oui, c'est oui. Un en février, un en mars, ou pas? Non, il y a des gens qui font ça? Ouais. C'est un coréen. Un coréen, exactement. Est-ce que le chat vous l'avez? Loïc a un éclair de génie. Epiphanie. Très bien. C'est aussi le nom d'un vieux jeu vidéo. Ah oui? Ça, je sais pas. J'avais zappé le film. L'autre. Enfin, je l'avais vu à sa sortie. Ouais, l'autre. J'avais complètement. Et Mother, oui, ouais. le chat a trouvé. Bien joué, Nayan, je pense que c'était le premier à l'avoir. C'était Mother, tout simplement. Ouais. Mother de Bong Joon-ho, qui est la partie avec le fils handicapé, et Mother de Darren Aronofsky, avec Javier Bardem, mon poète, tout simplement. On m'en fout. C'est parti pour la C'est suite. parti, on continue. Et je parlais de Steven Soderbergh qui oui, sort un film en février, un d'accord. film en mars. C'est vrai. C'est fou. C'est fou ça. Ah oui, c'est si proche. Accusé d'être pédophile, un policier new-yorkais s'infiltre tant bien que mal dans le milieu gay underground. Programme chargé pour celui-là. Ah ouais, Le pitch. beaucoup de choses. Mince, attends, c'est... Et oui, alors le chat est La chasse. bouillant, c'est tout simplement La Chasse, qui est le titre français de Cruising, film de William Friedkin où Pacino et policier s'infiltrent dans le milieu gay, et La Chasse de Thomas Winterberg, prof accusé d'être Bravo. pédophile. Putain, C'est mais ça. que des actus, Thomas Winterberg vient de sortir une nouvelle série. C'est vrai ça. Donc c'est vraiment, mec, t'es... Et Friedkin est mort. C'est BFM TV. C'est l'information en temps continu, en temps réel. Voilà. Bravo. Dans les années 20, Giro, un médecin irlandais qui rêve de devenir pilote, rejoint les forces indépendantistes et devient l'un des plus grands ingénieurs aéronautiques japonais. Je l'ai. Et ouais. Ça, il est un peu... Ouais, Il est celui-là, Loïc, marrant, je il est l'aime bien. Loïc compétitif. C'est le vent se lève. Eh oui, c'est- Oh, le chat est si rapide. Vous êtes fort d'être forcé, le vent se Johnny lève. Chien Fou, le professionnel du chat. Donc le vent se lève, Ken Loach pour la partie Irlande indépendantiste et le vent se lève De mes équipes devient l'équipe pour pour l'aviateur. l'aviateur. Un quiz international. Et ouais, Ah on ouais. fait des passerelles comme ça. Un croque-mort orphelin, adoré de sa communauté, entreprend de retrouver ses parents après avoir assassiné une riche veuve. Vous l'avez pas vu venir celui-là. Ah ouais, les techniques. Un croque-mort orphelin, c'est vraiment déjà le film dont ce bout vient. C'est déjà un film de fou. Après j'ai tout. En fait, la fréquence d'alternance entre les deux Eh films oui, on sait pas. augmente. On sait pas. Tu as raison, exactement. Peut-être que le croque-mort et l'orphelin sont pas dans le même film. Mystère. Attends, mais c'est quoi déjà le métier de croque-mort? C'est genre t'embaumes. Ouais, c'est ça, tu prépares les t'enterres dépouilles et et tu fais la mise en bière, comme on dit. La mise en bière? Ouais, quand tu les mets dans le Dans le cercueil, on appelle ça la mise en bière. Faites un film avec ça. Bah écoute, c'est parti. Moi, ça me plaît bien. Loïc joue le croque-mort orphelin.
dans le fût, le fût de bière. Hitchcock, non, pas Hitchcock. Je vous donne un petit indice. C'est en lien avec un film qui est en ce moment en salle. Oh. Un des deux est en ce moment en salle. C'est Bird. C'est Bird, mais oui, il faut rappeler pas dans le film. Non, pas du tout. En ce moment en salle. Et ouais. C'est un des deux films est actuellement en salle. C'est Un des deux films est actuellement en salle. Wow. Tout à fait. Il est sorti en salle depuis mercredi. En salle depuis mercredi. Merde. J'ai pas dit que c'était un film d'actualité, par contre. Oh le bâtard, c'est Bernie. Eh oui, bien joué Loïc. C'est Bernie. Bernie parce que Bernie de Albert Dupontel, donc l'orphelin qui retrouve ses parents, et Bernie avec Jack Black. Eh oui, film de Richard Linklater qui est ressorti en salle, adapté d'un fait divers sur un croque-mort qui a tué une riche veuve. Bon. C'est Bernie, voilà. Et c'est pas mal, Bernie Linklater. C'est plutôt chouette. Matthew McConaughey a un très très bon rôle. Ça m'avait pas... écoute, tu le reverras. Ok, on continue. Une histoire de rivalité entre deux frères qui tentent de régner sur la contrée des licornes. L'un est un jeune homme rigoureux, l'autre un démon psychotique. On dirait un pitch de roman edgy, horrible. Oh là là. Ouais. Ah, faut être cinéphile, hein, sinon on l'a pas. Ah ouais. Entre deux frères qui tentent de régner sur la contrée des licornes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'il y a une question, c'est Joker, le film n'existe pas du tout. Non, tout est véridique, tout existe. Alors, t'imagines le contraste entre deux frères, le jeune homme rigoureux d'un côté, le démon psychotique de l'autre. Vraiment, le binôme ne marche pas, quoi. C'est pas totalement faux dans un des deux films, mais c'est pas à ce point-là. Mais largué, ok. Qu'est-ce que je peux vous dire? Un démon. Est-ce que c'est un film avec Keanu Reeves? Non. Alors il y a un film qui est un film des années 80. C'est deux films américains. Un film des années 80 et un film des années 2010. C'est un film avec Tom Cruise? Un des deux, ouais. Merde, c'est quoi le titre du film? Ah, déjà? ça chauffe, c'est la contrée ça des chauffe. licornes, ça m'est revenu en Et tête. ouais, Tom Cruise, Licorne, est-ce que vous l'avez? Le film Ah, c'est Legend. Eh oui, bien joué, bravo Loïc. Le podcast de Guillaume Play. Non, c'est Legend. Ah, Mathieu était juste derrière. C'est Legend, tout à fait, qui est donc un film de Ridley Scott des années 80 avec Tom Cruise tout jeune qui affronte un démon qu'on voit derrière. L'affiche est très moche, le film est mieux que l'affiche le laisse à penser. Qui d'ailleurs est joué par Tim Curry, celui qui fait le clown de ça, donc qui est abonné au rôle de fou. Et Legend de Brian Edgeland, qui est un film où Tom Hardy joue deux frères jumeaux, un qui est psychotique et l'autre qui l'est pas. Qui est un démon. C'est l'autre qui est ok, d'accord. j'ai mis rigoureux. C'était Legend, bien joué. On continue. Oh non, il est de retour. Le diable fait encore des siennes. Au milieu de meurtres sordides, un célèbre expert amnésique enquête sur le livre Les Tre Madri, écrit par Dante Alighieri. Bah, le chat est beaucoup trop fort. C'est Inferno, bien joué. Donc Inferno, le truc avec les trois mères, c'est donc Inferno de Dario Argento, et l'autre c'est Inferno avec Tom Hanks, qui est le troisième volet de la trilogie avec Da Vinci Code, où il est amnésique. Bien joué, bravo. Vous êtes fort. Et le dernier. Oh, wow, entre respect et rivalité, la relation entre un policier hongkongais et un assassin fan de McDo. Je l'ai. Celui-là, c'est un peu rigolo, quoi. Parce qu'il y avait McDo. C'est d'actu, ça aussi, un peu. Enfin, c'est un peu d'actu de façon bizarre, ouais. Ouais, on parlait de Fassbender tout à l'heure. C'est vrai, il donne des indices. Tu l'as, Nayan, toi? Non, policier hongkongais. C'est Killer, The Killer. Oui, Mathieu l'a dit. C'était The Killer, bien sûr, la version de John Woo, qu'il a lui-même d'ailleurs remaké il n'y a pas très longtemps avec Omar Sy. Et The Killer de David Fincher, avec Fassbender qui mange du McDo, qui est assassin. Voilà, c'est la fin du quiz, il n'y a pas d'autres films. Et il consomme Amazon. Ça, qui est donc, fan aucun rapport avec Quick Glou, si ce n'est la répétition des syllabes. Ouais, j'ai pensé après. Pas mal. Bon, c'était goofy plus qu'autre chose. T'es un génie à mes yeux. Je t'admire. Merci. Ça me fait plaisir. C'en est fini des oiseaux. Est-ce qu'on n'irait pas voir du côté de Pedro, bien sûr. Pedro Almodovar. Donc, cinéaste espagnol qui doit sûrement être
le deuxième cinéaste espagnol le plus connu, juste derrière Luis Buñuel. Pas mal. Il est pas mexicain? Mexicain, ouais. Bon, Le premier cinéaste espagnol. racisme. Ouais, aïe. Oui, ok. Donc, hispanique. Hispanophone. Hispanophone, c'est ça que je voulais dire. C'est ça que t'as dit. Cool. C'est donc un cinéaste qu'on connaît maintenant depuis un bout de temps, qui a fait un nombre de films assez mirobolants, mais que en Espagne. Jusqu'à récemment. C'est confiné dans son petit pays où il s'est dit... Le niveau de condescendance par rapport à l'Espagne est énorme. Son tout petit pays. De tapas, il a dit. Donc, on lui connaît beaucoup de films en réalité, dans les années 90, dans les années 2000, beaucoup de mélodrames, beaucoup de films avec Penélope Cruz, Bolbert, La Piel qui habito, Ablé Conella, Femme au bord de la crise de nerfs, je connais pas les titres espagnols de tous. Madres Paralelas. Pas mal. Penélope Cruz aussi. Talon aiguille, tant de films. Tout sur ma mère. Oui. Todo. Tu flexes un peu là. Et donc, qui ont toujours beaucoup versé dans une sorte d'excès, ou en tout cas, il s'est longtemps un peu amusé à filmer un certain excès féminin espagnol, qu'il progressivement délaisse un petit peu. En calmant, en ralentissant son cinéma, en ralentissant ses personnages. Et donc ici, il nous sort son deuxième film américain, mais son premier long métrage américain, parce qu'il avait filmé Strange Way of Life. C'est ça. Alors, avec Ethan Hawke et Pedro Pascal. C'est ça. Mais il a fait un film qui s'appelle La Voix humaine. Ouais, La Voz Humana. Et c'est déjà avec Tilda Swinton. Je sais pas si c'est un film américain ou pas. Mais... Ah, il me semblait que c'était un film en espagnol, vu que ça s'appelait La Voz Humana. Non, il me semble qu'elle parle anglais. Bref. Ah oui. Mais après, parce qu'elle parle anglais, le film devient... Bref. Son C'est premier dans long le métrage détail. En tout cas, premier long anglais. métrage en langue américaine, en langue anglaise, et qui se passe aux États-Unis, qui essaye d'incarner un petit peu une façon de voir le monde états-unienne, un point de vue américain, ou en tout cas une façon d'être. C'est aux States, en tout cas. C'est sûr. Et Nayan, de quoi parle le film ? Alors, on suit une écrivaine incarnée par Julianne Moore qui apprend au tout début du film, à la première scène du film, lorsqu'elle dédicace son nouveau livre, que sa vieille amie, incarnée par Tilda Swinton, est atteinte d'un cancer, elle est à l'hôpital. Et Julianne Moore, qui elle-même a un rapport à la mort assez particulier, parce que son dernier livre parle de ça, de cette peur de la mort. Elle va rendre visite à son ancienne amie, et à ce moment-là, on ne sait pas trop quels sont un peu quel est le contexte de leur amitié, pourquoi elle ne se voit plus depuis un bout de temps. Et donc, elle va la voir. Et donc, d'abord, donc on a disons, le film, je pense, est divisé un peu en trois actes. Et donc, on a ce premier acte qui se passe un peu à l'hôpital. Le film est assez court, un peu plus d'1h30. 1h40, 45. Ah, 2h? Ok. Je sais pas, dans ma tête, il durait. J'avais l'impression qu'il était beaucoup plus court. Aucune idée. D'accord. En tout cas, je diviserai un peu en trois actes, avec ce premier acte à l'hôpital où on a les premiers souvenirs de cette communication entre ces deux amis qui se retrouvent, et Tilda Swinton qui se confie un peu en parlant de sa jeunesse, de son premier amant parti au Vietnam, de son expérience de journalisme au Liban en période de guerre et tout. Et après vient le deuxième acte du film où elle apprend qu'en fait son cancer n'est pas, enfin le traitement qu'elle prend contre son cancer n'est pas du tout efficace, et donc elle décide de se donner la mort par euthanasie. Et donc elle propose à Julianne Moore de l'accompagner dans cette volonté, ce qui est difficile pour Julianne Moore au tout début, mais elle va quand même l'accompagner dans en retraite un peu, dans une maison à la campagne, près des montagnes, en pleine nature. Et c'est là où commence le deuxième acte du film, et une bonne partie du film va reposer sur, et le titre du film vient de là, sur les deux chambres en fait des deux amis, donc celle de Tilda Swinton et celle de Julianne Moore qui est censée être à côté. Et en fait, Tilda Swinton lui dit le matin où tu verras que ma porte est fermée, c'est que j'aurai fait le pas. Parce que oui, elle s'est procuré une sorte de pilule, pilule euthanasique qui un peu, sur le dark web, un peu de manière illégale. Donc elles font ça un peu en illégalité. Donc il y a tout l'enjeu de comment elle va se défendre après.
Mais voilà, mais c'est un film sur le rapport à la mort, le deuil, les retrouvailles d'une amitié, comment accepter la mort. Euh, voilà, donc on peut peut-être partir là-dessus. Moi, ce qui me surprend de prime abord dans le film, c'est comment est-ce qu'il essaye presque systématiquement de désamorcer le mélodrame que son scénario habite, dans la façon qu'il a de toujours essayer d'éviter, d'esquiver l'émotion pure et à un moment de, de confort dans l'émotion. Il n'y a pas de scène de violon, de pleurs, de larmes, de difficultés, où tout d'un coup le film prend son temps de partager son émotion avec les spectateurs. Il est toujours dans un premier temps dans une grande littéralité et une confrontation presque à la simplicité que représente la mort, avec notamment les 2 premiers flashbacks du film qui sont remplis de moments où les personnages disent frontalement, très explicitement ce qui est en train de se passer, et où les scènes jouent sur le fait qu'on nous dit, en les amorçant, ces personnages-là sont morts depuis, et donc on a un rapport très simple, parce qu'on sait déjà que ces personnages vont mourir, donc quand le personnage vient à mourir, on n'est pas surpris, on n'est pas déçu, triste, voilà, ça arrive. Dans la même manière, tout le segment dans la maison joue d'une simplicité de l'approche de la mort, ou en tout cas Pedro Almodóvar semble faire un film très pro-euthanasie, choix de se donner la mort, dans la mesure où il cherche à non pas l'inscrire comme un geste final, vraiment qui viendrait conclure la vie, qui serait dramatique, mais comme un geste parmi tant d'autres, un moment. Et je vais spoiler le film parce que ça me semble un peu important pour caractériser ça. Le premier geste que Almodóvar fait au moment où le personnage de Tilda Swinton se donne effectivement la mort, c'est de nous emmener chez les policiers, directement, avec une Julianne Moore qui va être dans une répression la plus totale de ses émotions, même dans une confrontation avec le policier. Il n'y a pas de séquence, parce qu'il l'a échappé plus tôt dans le film, où le personnage pleure, est triste, est dévasté par ce qui est en train de lui arriver. Non, elle réprime tout chez les gendarmes, et le corps lui-même de Tilda Swinton ne disparaît pas, étant donné qu'il réapparaît sous les traits d'un autre personnage. Donc, très étrange prédisposition, mais qui, en réalité, donc fait sens dans la mesure où ce que dit Almodóvar, c'est que la mort n'est qu'une chose parmi tant d'autres, en fait. Il faut arrêter de la dramatiser, de la surligner, de la considérer comme étant la fin. Mais pour moi, quand tu dis qu'elle elle contient ses émotions, Julianne Moore, quand elle est à la police. Moi, je l'ai plus lu comme une acceptation, en fait, tout simplement, parce qu'elle a appris pendant tout ce voyage à accepter ce qui adviendra. Et il lui a fallu une première mort, entre guillemets, de Tilda Swinton, parce qu'à un moment, forcément, il fallait jouer sur ce petit gag, mais elle voit la porte fermée, et donc elle pique une crise un peu. Et après, Tilda Swinton lui dit, quand elle la voit apparaître, Tilda Swinton vient et dit mais qu'est-ce que t'as et tout, et Julianne Moore lui dit bah ta porte était fermée, j'ai cru que t'étais morte, machin. Et en fait elle lui dit, et c'est là où il y a un mélange d'atmosphère, d'émotion, d'ambiance assez intriguant, je trouve, dans le film. C'est que à la fois c'est un moment un peu très dramatique, parce que on croit avec Julianne Moore, même si on se doute un peu qu'il y a quelque chose derrière, mais on croit qu'elle est morte. Donc on est dans le drame, et après on a un peu une touche d'humour noir avec Tilda Swinton qui lui dit quoi? Il lui dit ah bah ça te permet de t'entraîner, c'est bien, tu t'entraînes comme ça. Et pour moi c'est tout ce travail d'acceptation de la mort et de sa propre mort à elle qui va venir à Julianne Moore, parce que c'est aussi le sujet de son œuvre en tant qu'écrivaine. Et c'est pour ça que à la mort, en fait, il n'y a pas une larme qui coule, il n'y a rien, elle est complètement OK avec ça, en fait, parce qu'elle a déjà fait ce travail intérieur avec Tilda Swinton. C'est comme si c'est plutôt Tilda Swinton qui l'accompagnait que l'inverse. Absolument. Bah, moi, je suis d'accord aussi que le film m'a pas dérouté, mais en tout cas un peu surpris, effectivement, surtout au début, parce qu'il faut s'habituer un peu au ton, et notamment un peu à l'énonciation des personnages. Après, c'est aussi peut-être parce que moi, je connais vraiment
très 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 mal Almodovar. J'ai juste vu ces 2 courts moyens-métrages, dont Stranger of Life, que j'avais vraiment pas du tout aimé, alors que ce film-là, au contraire, m'a plutôt emballé. Mais disons qu'il y a... En fait, c'est un film qui est extrêmement peu mystérieux. Et je dirais que de loin, en fait, avec un peu les couleurs du film, la bande-annonce, etc., il y avait presque un truc un peu Hitchcockien que j'attendais, une espèce un peu de suspense aussi, puisque finalement, ça repose sur un enjeu de suspense qui est quand est-ce que la mort va arriver, etc. Et puis, voilà, le rapport entre ces 2 femmes. En plus, on a vu Julianne Moore dans May December il n'y a pas très longtemps. Donc, et en fait, le film est vraiment pas ça du tout, dans la mesure où c'est un film où presque rien n'est caché, quoi. Les personnages vont vraiment être tout à fait francs vis-à-vis de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent. Si jamais il y a une pointe de désaccord, la séquence suivante, un personnage va venir s'excuser, ou en tout cas on met vraiment à plat à chaque fois la situation. Et donc le film surprend un peu parce qu'il n'est pas du tout, on va dire, dans ce qu'on pourrait appeler traditionnellement la subtilité, en tout cas le mystère, etc. Au contraire, il y a une volonté presque... Et ça va avec un peu ce que tu disais sur l'idée d'acceptation de la mort un petit peu, c'est que on met rien sous le tapis, au contraire, on étale tout comme ça, on pose les choses très frontalement. D'ailleurs, le film est très éclairé, très pétant, on va dire visuellement, dans la plupart des scènes. Et donc à la fois ça déroute et en même temps je trouve que ça produit des choses assez belles, tu vois, typiquement sur ces espèces de flashbacks qui sont à la fois un peu artificiels. Enfin, il y a cette dimension-là quand même dans tout le film. Et d'ailleurs, on pourrait dire aussi que je pense qu'Almodovar va parfois un peu loin. Enfin, typiquement, il y a le flashback qui concerne ce qu'on est en train de voir à l'écran dans la bande-annonce, mais la mort du père de la fille de Tilda Swinton, où il y a un effet assez amusant où le personnage est vétéran de la guerre du Vietnam, il voit une maison en feu et tout de suite il y a en audio on entend les bruits de balles et tout pour bien nous faire comprendre ce qui se passe. Donc il y a des moments où effectivement le côté ça rend presque le film un peu laborieux parce qu'il est obligé de s'apesantir un petit peu, mais en même temps j'aime bien ce côté on pourrait dire superficiel, mais en tout cas pas dans un sens péjoratif, mais au sens où tout se joue à la surface, quoi. C'est-à-dire on est tout à fait honnête et finalement les seuls jeux un peu de dissimulation c'est avec la police à la fin, mais jamais entre les 2 personnages principaux, quoi. Tu parlais du travail de lumière et il y a un vrai travail d'éclairage progressif, surtout dans le film, où au début, dans les premières scènes de rencontre avec Tilda Swinton, on est dans des espaces un peu comme ça où la lumière vient percer par la fenêtre de l'hôpital et que progressivement les pièces se remplissent de lumière pour arriver dans cette grande maison aux baies vitrées immenses qui viennent abondamment nourrir la lumière, presque comme si l'ombre n'avait plus sa place, tellement on avait fini par accepter la mort. Et pour renforcer cette idée de frontalité dont tu parlais, il y a le dispositif de mise en scène principal du film, c'est quand même le gros plan et la frontalité. La majorité des séquences sont filmées en champ contre champ, en gros plan sur les actrices. Almodovar fait confiance absolument à ses comédiennes pour saisir leur visage de très près et les écouter, les faire et les laisser écouter elles-mêmes. Et ça crée d'autant plus cette sorte de sensation d'être vraiment dans le vif de ce qui est en train de se passer, quoi. Il n'y a vraiment rien qui nous est dérobé. Et de la même façon, il y a quelques autres plans, dont des travelling à quelques moments, qui viennent presque inscrire spatialement leurs personnages, notamment, souvent dans les travelling, très étonnamment, avec des références visuelles, notamment des peintures qui adviennent de temps en temps dans le film, ou des photographies, qui peuvent être au-dessus d'un canapé ou affichées dans le fond d'une pièce. Et à chaque fois, Almodovar a envie de littéraliser cette référence, en la mettant presque au centre du cadre, notamment par exemple on pense au cadre du tableau de Hopper qui est affiché dans la maison de la fin. Le premier plan où il découvre, le cadre est filmé, ensuite on suit les 2 personnages féminins sortir dehors et il faut absolument que le cadre soit encore dans le fond du plan et que le travelling permette de garder le tableau dans le fond du plan. Et de cette même façon, quand c'est des références plus textuelles, notamment Joyce ou Virginia Woolf, c'est encore des choses qui sont explicitées très très fortement. Il n'y a vraiment aucun espace presque qui veut se plonger dans ces références pour essayer Il y a des références cinématographiques aussi, quand Julianne Moore se faufile dans le lit de Tilda Swinton pendant qu'elle dort et que leurs yeux se superposent, ces personnages, ouais. Mais même dans la construction presque narrative du film, 2 femmes enfermées dans une maison, ça fait aussi penser à Persona. Mais
toutes ces références presque autant de films, d'œuvres, de discours sur la mort que Pedro Almodovar a envie de reconvoquer pour rendre encore plus évidente cette question c'est une question que évidemment on s'est toujours posée et qu'on a toujours appris à affronter vraiment concrètement, notamment dans The Dead de Joyce, que les personnages citent et regardent quand il est adapté par Huston. C'est ça. Mais je dirais que effectivement ce jeu sur les références il est intéressant puisque je trouve que c'est un film qui de ce point de vue est pas du tout recherche pas du tout une forme de sophistication ou en tout cas c'est jamais un film malin au sens péjoratif du mot malin, puisque comme tu l'as dit, c'est pas le démon, non mais en fait il désamorce ce qui nécessiterait de son spectateur d'être un peu roublard en fait. C'est-à-dire que par exemple on aurait pu avoir les plans sur les transats et laisser le spectateur penser à Hopper ou quelque chose comme ça. Et là non, en fait il met le tableau pour complètement désamorcer le plus vite possible cette dimension-là. Et en fait tous les échos ils sont faits très littéralement, quoi. Ce qui fait que c'est un film qui est ouais, il y a un côté didactique quelque part. C'est pas le mot que j'aurais choisi moi personnellement. C'était pas pour, en tout cas pas pour en dégager une réserve, mais j'ai l'impression qu'en fait non, mais pas de manière péjorative, hein, mais... J'ai l'impression qu'il y a un mystère entre guillemets dans le film et que c'est la seule chose finalement que Almodovar ne fait pas dire explicitement ou parce qu'en fait il y a toute une il y a un truc qui m'a troublé à un moment, c'est que Tilda Swinton parle d'un dialogue qu'elle a eu avec sa fille où elle explique, enfin, elle était au téléphone avec sa fille et elle hésitait à prendre un traitement contre le cancer ou au contraire, tant pis, se laisser. C'était des SMS, je crois. Se laisser. Ah oui, parce qu'il dit. Bref, peu importe. Justement, elle répond. Tu es fou. Tu es fou. Bah justement, mais il me semblait que c'était un truc. Mais peu importe. Mais effectivement, en tout cas, la fille lui répond c'est ton choix de façon extrêmement sèche et pas du tout. Voilà, je sais pas comment dire. Pas comme on attendrait qu'une fille dise ça à sa mère en train de mourir. Et en fait, ce qui est troublant, c'est que cette scène-là, ce dialogue-là, il est répété plus tard dans le film. Où Tilda Swinton parle avec Julianne Moore et redit mais tu te rappelles, elle m'a dit ça, etc. Et là, là où le film est pour le coup pas malin, mais on va dire. Assez précis, c'est que quelques temps avant, dans une séquence au parc, Tilda Swinton explique qu'elle a été attentive ou Julianne Moore, enfin les deux, à une question de symétrie, où une femme s'est tirée dans l'estomac après la mort de l'amour de sa vie, qui était mort de quelque chose qui était en lien avec l'estomac, quelque chose comme ça. Et donc il y a cette idée dans le film que... il y a une espèce de répétition, en tout cas de symétrie à nouveau avec ces deux séquences-là. Et en fait, ce qui n'est pas dit explicitement, mais je pense moi qui m'est un peu apparu au fil du film, c'est que, en fait, ce qui n'est pas du tout anodin, c'est que Tilda Swinton ait un cancer de l'utérus, alors que précisément, la raison du bégaiement de cette séquence, c'est qu'il y a quelque chose d'inachevé avec sa propre fille. Donc il y a l'idée comme ça de cette maternité qui, en fait, est au cœur du film, et pour le coup, de façon... même si c'est dit dans le film qu'il y a des problèmes avec sa fille, mais disons qui est pour le coup la seule partie où il laisse un tout petit peu le spectateur en fait faire les connexions. Et comme tu l'as dit, dès que Tilda Swinton meurt, finalement il y a une forme de réincarnation, en tout cas d'apparition de sa fille qui est jouée par la même actrice. Et donc finalement le film est à la fois le récit de la fin d'une vie et en même temps pourrait être un peu un récit de grossesse, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une condition particulière au niveau de son utérus et qui aboutit à l'apparition d'une version plus jeune d'elle-même, quoi. Et donc c'est là aussi où le film est très beau et déjoue, enfin en tout cas j'entends un peu comme ça ce que tu voulais dire sur déjouer le mélodrame, parce qu'à la fois le film est émouvant à plusieurs moments, mais il y a cette idée que finalement l'horizon de la mort n'est pas vraiment il n'y a pas du tout la crainte d'un point final. Au contraire, en fait, là, en l'occurrence, il fallait qu'elle meure pour redevenir mère, quoi. Il y a quelque chose un petit peu comme ça qui fait que là aussi, le film, en tout cas, esquive un pathos qui pourrait être un peu dommageable, quoi. Et ce que tu disais, je rajoute un mini truc sur la figure de l'utérus et cette question-là. Le film aussi avance à plusieurs moments que Tilda Swinton a besoin absolument d'être avec quelqu'un pour pouvoir affronter la mort. Elle dit notamment que, par exemple, pendant les moments où elle a pu être dans des guerres, en fait, c'est le sexe et le rapport corporel qui lui a permis, en fait, et qui permet aux gens de survivre à la difficulté, à l'atrocité de la guerre. Et de la même façon, elle a besoin de Julianne Moore à la fin, dans une relation qui devient tellement intense qu'en fait, il manque presque que le sexe pour que ça parachève une relation amoureuse, comme tu le disais, d'étoffement en plus, corporel.
Puis le sexe est évoqué dans les dialogues. Et, euh, et même dans certains motifs, celui du bisou, elles se font souvent des bisous, et le bisou de la fin, avant qu'elles se quittent pour de bon, c'est un baiser un peu volé, quoi. C'est-à-dire qu'il y a Julianne Moore qui s'approche et qui lui fait un bisou sur la joue, et on sent que Tilda Swinton a un peu une déception. Elle aurait voulu que ce soit un bisou sur la bouche. Enfin, il y a un côté un peu charnel qui peut rejoindre la symbolique de la grossesse, je trouve. Mhm. Ok. Non, mais alors, après, il y a aussi un élément dans le film, mais c'est à nouveau par mes connaissances d'Almodovar, mais disons qu'on me l'associe souvent un peu aux couleurs vives et à cette esthétique, en tout cas, très pétante. Et là, c'est assez le cas. Enfin, il y a un jeu sur on va dire, les couleurs très intenses, très saturées, comme ça, qui émaillent le film. J'avoue que moi, je suis pas un grand décrypteur à ce niveau-là. Enfin, l'idée de se dire, il a utilisé telle couleur pour l'associer à une symbolique, etc. Là-dessus, je saurais pas trop. En fait, j'essaie un peu de repérer si le film allait utiliser la couleur pour créer une sorte de dynamique de mise en scène. Le fait qu'au début, il y ait beaucoup de bleu et rouge sur les tenues des personnages qui sont un peu reconduits comme ça. Ensuite, l'apparition de la couleur verte et il y a du mauve qui se présente. Et finalement, il y a du jaune à la fin. En fait, je sais pas dans quelle mesure, comment dire, il y aurait un fil de... Exactement, ouais, il y aura un fil de mise en scène vraiment rigoureux un petit peu à déceler là-dedans. Mais au-delà un peu du plaisir visuel, ça m'a quand même impressionné, surtout dans l'introduction en fait, ce jeu sur les couleurs, puisque donc, notamment avec ce plan qu'on vient d'apercevoir en bas, qui est ce top shot sur les livres que dédicace Julianne Moore. Ce qui est assez beau, c'est que elle a en gros un vêtement bleu et un rouge à lèvres rouge très vif. La couverture de son livre est elle-même... c'est des motifs géométriques bleu, jaune, rouge. Ouais. Exactement. La couverture du livre, du coup, reproduit ça, et c'est décuplé parce que enfin, c'est pas son assistante, mais la personne de la librairie qui vient la voir est habillée en rouge, et du coup, de haut, on retrouve cette opposition entre son vêtement bleu et le vêtement rouge. Quand elle ouvre la couverture du livre, il y a du rouge à l'intérieur, enfin, donc il y a toute une espèce un peu d'enchevêtrement de ce couple de couleurs. Et ensuite, quand on découvre Tilda Swinton, c'est un plan assez serré sur elle, où elle est, si je me trompe pas, habillée en rouge, et on voit ses deux yeux bleus perçants, quoi. Et déjà, est-ce que c'est pas un cas d'ailleurs où elle fait un regard caméra oui, c'est tout à fait possible. Ouais. En tout cas, il me semble que c'est le premier plan où on la voit. Et déjà, je trouvais ça assez beau de utiliser la couleur des yeux pour reconduire le motif de couleur. Et aussi, ça participe d'un truc dont tu as parlé, Nayan, qui est que, en fait, on ne connaît pas vraiment la relation passée entre ces deux femmes. Enfin, en fait, on sait qu'elles sont devenues amies, a priori, en travaillant pour un journal. On sait qu'elles ont eu le même amant. Elles ont eu le même amant à des moments, exactement. Personnage qui intervient sous les traits de John Turturro, on reviendra sur lui. Exactement, personnage assez chouette. Mais et en fait, là, pour le coup, je me suis dit, ce qui est beau avec cet usage de la couleur, au-delà un peu du plaisir plastique, c'est que en fait ça crée tout de suite un effet de correspondance entre les deux femmes, et presque l'une complète l'autre, puisqu'ensuite il y a des jeux un petit peu où quand une porte du bleu en haut, l'autre le porte en bas, et inversement sur le rouge. Et donc en fait là pour le coup je trouvais que cet usage de la couleur, sans rentrer dans des considérations trop symboliques ou voilà je sais pas, intellectuel on va dire, mais ça crée tout de suite un effet de connexion très fort entre ces deux personnages. On a l'impression que ça justifie en fait leur retrouvaille comme une évidence, quoi. Donc il y a une chose... Vas-y, Naïm. Pardon. Et puis ce travail de connexion, il est porté à son summum à la toute fin sur un plan du coup en plongée zénitale sur les transats entre Julianne Moore et la fille de Tilda Swinton. Où là, pour le coup, cette symétrie des couleurs, cette inversion comme ça, elle évoque, sans voilà, surinterpréter, mais cette idée de rapprochement avec à la fois la séparation, cette ligne très, très marquée entre les deux transats, des couleurs très complémentaires, très distinctes. Voilà, on rentre dans presque une forme de cubisme qui à la fois rapproche les personnages, et en les mettant dans deux mondes séparés, celui de la vie, celui de la mort. Et là, je trouvais que ça aboutissait un peu ce jeu de couleurs opéré pendant tout le film. Et il reste l'éléphant au milieu de la pièce, je trouve, concernant le film, qui est ce que j'aurais tendance à appeler le discours politique d'Almodovar, qu'il fait donc incarner par le personnage de John Turturro, dont on parlait il y a quelques instants, qui, au moment d'un repas échangé avec Julianne Moore, lui
parle de sa peur de ce qu'il advient dans le monde politiquement, de l'ignorance générale de la crise climatique, de la montée des extrêmes droites, et que naturellement se crée une sorte de lien dans le cerveau du spectateur, mort du monde, mort des personnages, acceptation de regarder la mort du monde presque en faisant le deuil, comme si... Enfin, c'est ça que j'ai du mal un peu à décanter ça. Moi, c'est un peu la zone d'étrangeté que j'aurais, c'est que j'ai du mal à imaginer Almodovar nous dire acceptons l'euthanasie et la mort et regardons sur nos transats l'arrivée de Trump au pouvoir aux États-Unis, tu vois. Je crois pas que ce soit ça. Donc je pense pas que ce soit ça, mais pour autant, j'ai du mal de cette façon-là à comprendre pourquoi est-ce qu'il décide de convoquer ce motif politique. Juste dans le chat, on nous dit: avez-vous remarqué que Tilda Swinton ne remarque presque jamais son ami directement dans les yeux, mais vers le sternum? Pas du tout. J'ai pas remarqué, je ne sais pas ce que ça pourrait nous indiquer. Mais pour revenir sur ce que tu dis, Loïc, effectivement, c'est vrai que c'est assez étonnant ce parallèle. Moi, je l'ai compris. Déjà, je trouve que les scènes avec John Turturro sont vraiment très belles, notamment aussi parce qu'il y a ce truc de presque désarmant de simplicité ou d'honnêteté où vraiment il dit face caméra ça va mal et les choses se passent mal, et il y a une espèce de sincérité comme ça dans son regard et dans le fait que comment dire, Almodovar essaie pas de cacher une morale ou un truc comme ça. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a un premier degré dans le film exactement. Qui peut aussi être émouvant dans sa façon d'être clair sur ces sujets. Exactement. Et alors même si effectivement du coup il y a un truc un peu sur l'acceptation qui est peut-être bizarre, j'ai l'impression que l'idée est quand même plus celle que donne Julianne Moore, c'est-à-dire même si c'est dur parce que je sais que mon ami peut mourir à tout moment, en fait ça rend aussi chaque instant plus précieux, bon, qui est pas d'une originalité transcendante, mais j'aimais bien cette idée finalement un peu de faire une sorte de parabole sur le monde contemporain en disant que en fait on vit tous avec une morte, enfin presque quelqu'un de presque mort, et on sait pas à quel moment un peu ça va partir. J'aimais bien ce côté un peu presque sous l'angle du film de fantôme ou un truc comme ça, de parler du monde contemporain, même si c'est une dimension assez un peu marginale dans le film. C'est vrai que film de fantôme, la façon dont il filme Tilda Swinton apparaître avec ses il y a des cheveux trucs de jolis nuit à travers les vitres. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça non plus, mais il y a beaucoup de jeux à travers les fenêtres, les vitres, de surcadrage, d'apparition, de déplacement comme ça, de personnages dans les fonds. Ouais. Et mais il y a un truc que j'ai, peut-être à la limite si on veut finir sur ça, à moins que Nayan ait autre chose à rajouter, mais il y a un truc que j'ai beaucoup aimé où évidemment on se doute que le film comment dire, va faire quelque chose à cet endroit-là, qui est le moment où Julianne Moore va comprendre que Tilda Swinton est morte. Et en fait la première fois où il y a cette scène un peu de crise de nerfs où Julianne Moore pense que effectivement ça y est, Tilda Swinton est morte. Nous, spectateurs, on se doute que vis-à-vis de l'économie du film, a priori, ça va arriver quand même plus tard et que c'est sûrement une fausse piste. Mais ce qui est très très beau, c'est que du coup, il fait cette scène d'émotion au moment de la fausse piste, on va dire. Ce qui fait que quand le moment fatidique arrive, il n'a pas besoin de la faire et il évite un petit peu l'émotion à ce moment-là. Et surtout, moi, j'ai beaucoup aimé parce que je me doutais qu'il ferait un truc un peu comme ça, mais à la fois, encore une fois, c'est très simple, et je trouve que le film est souvent comme ça. Très simple, clair, limpide, mais c'est souvent là où il est beau, c'est que en fait Julianne Moore rentre dans la maison, et en fait la révélation se joue pas du tout au niveau de la porte. En fait, ce qui se passe, c'est qu'elle rentre dans la maison et il y a un mouvement de travelling. Silence. Exactement, il y a le silence et un mouvement de travelling qui nous fait comprendre qu'elle se dit elle est morte, et en fait il met de côté la porte, puisqu'en fait ce qui se joue est presque beaucoup plus intense et beaucoup plus beaucoup moins prosaïque que juste porte ouverte, porte fermée. En fait, il y a quelque chose d'autre, c'est que voilà, elles ont une connexion qui fait que voilà, elle sent quand l'autre est parti. Ça, je trouve que c'est très beau, très simple, mais très beau. D'ailleurs, Almodovar fait le choix surprenant de nous montrer le rituel de Tilda Swinton précédant son suicide, dont on comprend en tant que spectateur que c'est ce rituel-là. On se doute, Elle s'habille dans une sorte de tenue, costume jaune, avec du rouge à lèvres. Elle se prépare vraiment physiquement, en montage alterné avec la séquence du repas avec John Turturro. Et donc, spectateur, on a un peu d'avance émotionnelle sur Julianne Moore. Et donc, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est pas est-ce qu'elle est morte ou pas, c'est la réaction de Julianne Moore à la découverte du corps. Et John Turturro qui dit quand même pendant le repas qui veut persuader son fils de ne pas faire d'enfant.
Donc c'est très voilà beau. un autre lien entre ces deux, enfin ce côté parabolique, mais aussi cette idée de naissance, de renaissance. Et, euh, et peut-être pour finir, ouais, moi, j'avoue que j'avais un peu du mal à commencer le film et j'ai un peu appris à l'apprécier à mesure que je le regardais, où je retrouvais petit à petit la patte de Almodovar, sa délicatesse, sa simplicité, sa limpidité, comme vous dites aussi, sa frontalité, ne serait-ce que dans les chants contre chants, ou ce qui est marrant dans le montage des chants contre chants, c'est que vraiment les répliques ne sont jamais hors champ, c'est-à-dire que c'est toujours l'interlocuteur, enfin, c'est toujours la personne qui parle qui est filmée, et dès que la C'est personne finit sa phrase avec un point, et ben on change de plan, et donc il y a un côté très mécanique comme ça, mais qui lui donne toute c'est pas si sa. systématique que ça, si je puis me permettre. Moi, j'ai au contraire remarqué beaucoup les plans d'écoute dans le film. Les moments où, pendant les chants contre chants, on avait Ouais. un moment où vraiment on s'intéresse au corps enfin au visage surtout, qui fait que écouter, quoi. Écoute, mais en tout cas, on a certaines séquences qui me rappellent un peu le Hmm. rythme d'un Julieta ou d'un Todo sobre mi madre, où on a un peu ce sens de la répartie des personnages qui, avec un effet ping-pong, un peu, ils se renvoient un peu voilà, des phrases comme ça. Et j'ai retrouvé ça dans une scène qui m'a fait beaucoup rire entre Julianne Moore et son coach sportif. Ouais. Euh, euh, voilà, on a un peu cette vivacité qu'on retrouve dans son cinéma, là où au tout début du film, bah, je trouvais que, je ne sais pas si c'est la production américaine qui a un peu homogénéisé son style. J'avais beaucoup de mal avec les flashbacks que je trouvais assez Hmm. bâclés, où tout était très expédié. On ne croyait pas du tout à la relation entre Tilda Swinton et son amant parti au Vietnam. Il part au Vietnam, la scène d'après, il est de retour. C'était très bizarre. Et voilà, et c'est surtout ce deuxième acte dans la maison où on retrouve vraiment ces deux anciennes amies où là j'ai un peu je me suis un peu comment Hmm. dire, réconcilié avec le film. Euh, voilà. Est-ce qu'on passe au petit quiz? Est-ce qu'on conclut cette émission par un petit quiz de plaisir? Bah, régale-nous, tout simplement, J'ai envie régale-nous. de dire, vous aimez les couleurs? Moi, j'adore ça. Le concept du quiz est on ne peut plus simple. Une palette de couleurs d'un film. Vous avez 4 choix et vous Oh, devez waouh. deviner lequel de ces 4 films est représenté par la palette de couleurs. Petite subtilité, c'est que des films américains. Et à chaque fois, c'est un cinéaste différent. C'est 4 films du même cinéaste et il faut trouver lequel des 4 films. Voilà, Je commence par le numéro 1 tu qui es est, je machiavélique pense, le pour plus moi. simple Je te décrirais comme pour machiavélique. comprendre assez rapidement de quoi il s'agit. Ok, ok. Donc là, finalement, Bound ne serait pas une si mauvaise option. Je pense que c'est un peu verdâtre aussi, mais là, je joue mal exprès. Tu joues mal. Très bien. Est-ce que Nayan, tu as tout sous les yeux, tout marche? Bah, oui, oui, moi Ouais, là très je bien, ok, vois, très je bien, dirais que très bien, c'est très bien. ouais, C'est donc Ah, comme le Matrix. chat. C'est donc Matrix. Matrix. je ne vais pas laisser le suspense durer plus longtemps. Ok, C'est ok. en effet Matrix, Très bien. absolument. Alors, comment sont Deuxième générées ces zinzineries Oui, c'est vrai que je peux visuelles. préciser ça aussi. En fait, c'est la chronologie du film, de Et gauche à droite, Ok, et les couleurs et dominantes les à chaque couleurs fois. correspondent à des plans. Et donc, ça pourra aussi vous servir à l'avenir. Par exemple, si vous savez que toute la fin du film est différente, que tout le début est différent, etc., c'est aussi autant d'indices. Ok. Ah, Bah, moi, je dirais... c'est marrant parce qu'il y a un peu les couleurs de la lune tout à droite. Bah, moi, je dirais tout simplement... Toi, tu penses que c'est la lune, Nayan? Non, je sais pas. Moi, j'aurais dit plutôt La La Land parce que c'est assez coloré, mais... First Man, je doute qu'il y ait autant de Ouais, c'est pas différences aussi chromatiques. flashy, forcément. Ouais. Je pense que je voterais comme le chat. Ça vote La La Land. Eh bien, c'est effectivement La La Land. Bravo à tous. Incroyable. Ok, on continue. Petit film d'animation, on se fait plaisir là. On se fait plaisir. C'est pas vraiment les mêmes réals, mais c'est T'as Disney, triché. donc je me suis dit, bon, Trichman. je me suis dit, faisons-nous plaisir avec un film où il y a plein de couleurs, quoi. Ça me fait penser au logo Netflix. C'est vrai. C'est vrai. Moi, je dirais B, je pense, mais... Tu dirais D? B. B? Tu dirais Aladdin? Le chat dit La Princesse à Grenouille. Aladdin? Toi, tu penses quoi, Nayan?
J'en ai vu aucun, moi. Je dirais B, Aladdin. Ça m'a l'air d'être du couleur d'Aladdin, ça. Parce que il me semble que les nuits sont très bleues dans le Ouais, film. C'est pour ça que les couleurs du film sont sublimissimes. Vraiment, Ok. je recommande je recommande de Aladdin. regarder avec attention, une attention précise sur les couleurs. C'est extraordinairement beau. Ok, on continue, les amis. Oh là là, ça devient plus rigolo là. Ok. Bah, si, quand même. Si. Si. Ah ouais. Moi, je dirais 2001, l'Odyssée de l'espace. 2001. Tu dis 2001. Ouais, pareil. Je dirais A. Ah ouais. Qu'en pense le chat? D'où vient ça? 2001. Ah, un Full Metal Jacket. Odyssée. Bon, une générale direction vers l'Odyssée. Je dirais presque qu'on pourrait voir un peu là où s'arrête le prologue avec les singes. Tu vois, où au début Oui. c'est un peu marron. C'est un peu marron gris. Après, voilà. Absolument. Et Ouais. la fin toute blanche. Ouais. C'est exactement ça. C'est 2001 l'Odyssée de Et l'espace. Et on voit le moment Hal aussi, quand Hal se fait Oui, déconnecter. C'est Il vrai. devient c'est tout vrai, orange, rouge, vers là, ouais. excellent. C'est très marrant. Ok, très bien. Nouvelle palette. Film de Brian De Palma, donc. Phantom of the Paradise, Pulsion, Scarface ou Carrie. Ah, c'est moins facile en fait. Pulsion, ça me paraît dur que t'aies pris Pulsion, quoi. Tu t'es dit, film de Fusus. Les fameuses couleurs de Pulsion. Carrie dans le Carrie, chat. Nayan, quel est ton avis? Ouais, Carrie, c'est pas mal. Ouais, je dirais Carrie aussi. Ouais, Carrie, ça ferait un peu alternance. Elle est chez elle, c'est tout sombre. Elle est à l'école, c'est tout clair en début, comme ça. Ouais. Ah, un petit fantôme. Après, je pense que Scarface c'est peut-être plus coloré souvent. Un peu moins localement que Carrie, mais. Ouais. Je dirais Carrie. Bien, c'est tout à fait Carrie. Vous pouvez voir un moment où commencent les barres très rouges vers Ouais, les c'est trois le quarts. bal. C'est le bal où tout est éclairé en rouge, Ouais. où il n'y a que des lumières comme ça. Puis tout d'un coup, le bleu, c'est la scène où tout va péter un câble, il va se mettre à faire des flashs. Et à la fin, elle revient chez sa mère, ça redevient brun. C'était Carrie au bal du diable. Bravo tout le monde. Le diable et tout. Attention, ça c'est facile aussi. Ça c'est Trop fort. peut-être le plus facile, mais là vous pouvez voir la chronologie du film. C'est Quoi. trop marrant. Je me suis dit, bon, peut-être que j'aurais dû le mettre plus tôt dans le quiz parce qu'il est plus simple. Jamais Loïc n'aurait mis Happy Feet. Happy Feet, bien sûr. Mais t'es un grand fan de Babe 2 aussi, ça C'est vrai. Les gens ne le savent pas forcément. J'adore Babe. Donc évidemment que des films de George Miller. Ouais. On voit bien les scènes là où Babe va à Aqua Boulevard. Tous les plans là sous l'eau. Tous les plans bleus aquatiques. Non, Donc bien sûr, Nayan, tu sais aussi. Je pense, oui. Je Ouais, devine. allez, ça sent le A, Tu ça sent devines. le A. Ça sent Le Fury A. Ça sent le Fury Road. C'est absolument Fury Road, oui, parce qu'il y a les Excellent. séquences toutes bleues, Oui, ouais. nocturnes. Fin de nuit, ouais. Bien Absolument. sûr. Et on continue. C'est Bah fou. alors. Oh là là, mais il est dingue ce mec. Je suis un T'es dingue dingo. en fait. Je suis un malade. Je suis crazy. C'est James Cameron, bien sûr. C'est pas si facile. Hein. C'est pas si facile. Ah, ah. Ce sera À Avatar. votre Bah, il y a- avis. Titanic, hein. Ah ouais, ça vote non, il a Titanic, ça raison, vote il a raison. Titanic dans Il a le raison, chat il a aussi. raison. Je pense que c'est Titanic. Pourquoi vous dites Titanic? Eh ben, Pourquoi la mer, elle est Titanic bleue en fait. T'es un Non, connard. parce que Terminator 2, je vois pas qu'il y aurait autant de bleu et surtout ça se finit dans la forge en feu là et tout, Ouais. en fusion, donc j'aurais mis du rouge à la fin. Et Aliens, là, au début- il y a... Vas-y. Non, je sais pas, il y a des bandes dorées, genre près du sang, ça pourrait être les couchers de soleil sur le bateau en intérieur, puis bon, à la fin, le bateau il coule dans la Ouais, nuit, ouais, je sais ouais. pas. T'as raison. Aliens, je vois pas où il y aurait du jaune comme ça. Eh bien oui, vous avez raison, c'est tout à fait Titanic. Bien joué tout le monde. Excellent. Bien joué. Ok, on continue, c'est Christopher Nolan maintenant. Oh le fou. Le problème, c'est que tous ces films sont un peu pareils en termes de couleurs, mais Pas l'eau. est-ce que c'est Pas pas le l'eau? taux. Mais est-ce que celui-ci, vous pouvez avoir une idée peut-être? Ouais, je dirais Interstellar. Mais quel serait Un tout peu les couleurs de l'espace.
C'est vrai. Ça ressemble un peu à un trou noir, finalement, ce qu'on regarde là. Ouais, C'est là c'est où c'est beau, quoi. Le film existe aussi à cette échelle-là. Ouais, Interstellar, ça fait un peu. Après, c'est très blanc. Qu'est-ce qui serait. Bah, si, après, il y a toute l'Islande, enfin, Ouais. tout ce qui est tourné en Islande, les planètes spatiales et tout, là. Tu as vu le film? Ouais, ils En prennent le Islande, là. bateau et ils vont en Islande, c'est ça? Je mélange. Non, mais oui, effectivement, tout ce qui est la planète de glace. Ouais. Bah c'est bien ça, c'est bien Interstellar. Aïe, Bravo, aïe, bravo les excellent, zouzous. excellent. Ok, on continue les gars. Quel film de David Fincher cela peut-il C'est bien être? impossible. Tu vas me faire Jean-Pierre Jeunet après, il sera tout jaune. Quel film? En réalité, c'est pas si dur. C'est pas si dur. Alors, attends. Il nous a pas mis des films en noir et blanc, je note. Hein. Bah ouais, Ça va être trop drôle. j'en avais en Il est plus. très noir au début, très blanc après. Euh, Là, faut un peu connaître les films quoi. Là, ça devient du. Faut réfléchir, faut mind game. God Girl. Mais Gone Girl, qu'est-ce qui serait si bleu un peu dans Gone Girl en fait? C'est pas aussi sombre dans Gone Girl, j'ai l'impression. C'est pas le souvenir que j'en ai en tout cas, mais après il y a des scènes de nuit, mais ça me semblait plus marginal. Seven, pareil, ouais. Bon, après, les Ah. couleurs claires de la fin, ça pourrait être Seven, mais... Ouais, Seven, c'est une bonne piste, le clair à la fin. Parce que Fight Club, ça finit plutôt la nuit, donc a priori la fin serait plutôt. Mhm. Ouais, hein, que Seven, c'est un bon guess. La Et fin, un peu Panic Room, il n'y a compliquée. pas de jour non plus. Bah, il y en a au tout début quand elle visite, quoi, mais effectivement. Ouais, mais pas à la Ouais. fin. Ouais, non, t'as raison, Seven, c'est un bon. Nayan est. Bien joué je les suis- gars. je suis C'est très Nayan. sombre et la fin est très Et la fin, lumineuse. très lumineuse. C'est Seven absolument. C'est vrai, Bravo. trop fort. Et on continue. Voilà, film de Ridley Oh Scott. non, La zingue pas ou quoi? lui, pas lui. Pas lui. Toutes les couleurs de Ridley Scott se ressemblent. Ça- Euh, Qu'est-ce que ça pourrait bien être? C'est vrai que c'est pas pas si évident. c'est pas si évident, mais. Vous remarquerez le retour d'Alien. Ouais, je dirais Blade Runner. C'est un Blade Runner. Mais il y a le truc. Le bleu, ça fait un peu Blade Runner, mais. Un petit gladiator. Petit nappe, Napoléon, j'imagine. Nam nam. Nam. Nam nam nam. On se régale. C'est un Se coup régale. délicieux. Merci. Disons qu'en fait, Gladiator, c'est vrai que ça commence un peu par lui qui mène des batailles et tout, et c'est plutôt un peu bleuté, C'est un peu, effectivement. ouais. Donc, je pourrais y croire, mais c'est vrai que ça donne envie de dire Blade Runner parce qu'il y a un côté un peu couleur néon, quoi, bleu, mais en même temps, Mhm. quelle serait la bandelette jaune là, aux 2 tiers du film là. Qu'est-ce que ça Bah, serait, ça Il y a un intérieur très illuminé, très doré. Ouais, Je sais pas oui, si c'est ça vrai, se- c'est vrai. C'est vrai qu'après, chez Rick Descartes, Ça, ça- c'est plutôt jaune, mais ouais. Non, peut-être Blade Runner. Ouais, Blade Runner. Je suis Nayan, pour l'instant, il est fort. Il est fond. Ben, sachez que cette petite bandelette jaune, c'est le moment avec le. Dans la maison, je pense, où il y a Rachel. Tu veux dire quand elle vient chez lui ou... Non, quand lui vient dans l'endroit où il y a la chouette. Mais ça, c'est tôt, rose. ça, dans le film. C'est vrai que c'est plutôt que ça. Oui, donc Ah c'est ouais, peut-être chez ça, Eric Descartes. Mais en tout cas, c'est en Blade effet Runner. Blade Runner. Bien joué Nayan. L'instinct. Le mec connaît ses couleurs. Ça continue. Et ouais. On ne s'arrête pas. C'est ininterrompable. C'est instoppable. C'est comme un train là. On est en C'est train. comme, c'est Tony Scott, là. Voilà. On a changé de frère. C'est Coppola tard les films connus. Est-ce que Apocalypse Now serait pas intégralement jaune, vraiment? Est-ce que ce serait pas... Ouais. Je pense que ce serait bleu et orange quoi. Ah oui, c'est ça, Ça ouais, doit c'est être très joli cela dit. ça. Peu de vert. Qu'est-ce que ça pourrait être? C'est pas si facile, en vrai, parce que conversation secrète, je peux y croire. Ouais, justement, ça se joue entre le parrain et conversation. Dracula, ce serait Pourquoi la peut-être un bande peu verte, plus là pétant, mais... Ouais, à droite, c'est verdâtre, ouais. C'est Ah si, Dracula, Dracula. on dit Dracula, ouais. le parrain. C'est pas Ah, quand Marlon Brando meurt dans son jardin. Ça c'est la toute fin du film, la crise cardiaque. Ça, je pense que c'est la ligne orange, c'est quand il met l'orange dans sa bouche, là, pour amuser son petit-fils.
Un nouveau vote pour le parrain. Le parrain. Mais le parrain, est-ce que ça serait pas plus sombre quand même? La conversation devrait être lumineux au début, non? C'est vrai, c'est très bonne remarque, ouais, très bonne remarque. Ah non, ouais, peut-être le parrain, non. Ça se trouve, c'est pas ça du tout. Ouais, Bravo Déchiron. ouais, mais je vois pas trop le mariage qui est quand même C'est assez le parrain. long, mais, Ouais, c'est mais le oui, parrain, ok. je dirais le parrain. Ok, C'est le très parrain, bien, très bien. absolument. J'imagine que... Enfin, parce qu'il n'y a pas tous les plans représentés, Ouais, j'imagine qu'il y a une plus grande s'entremêle un peu, occurrence ouais, des ouais, ça rendez-vous s'entremêle un peu. chez Marlon Brando plutôt que... Pas là. Voilà. Et on continue, c'est Oh, William c'est Friedkin qui fou. s'invite. C'est fou, mec, ce que tu fais. Ah, toi tu parlais de William Friedkin, je l'ai remis. C'est vrai, Voilà, ça. il est là dans tous les quiz. Fan de ce mec. Je sais. C'est moins dur, en fait, que je trouve que le sud d'avant. Ouais, c'est moins dur. Ouais. Je pense aussi. T'as une idée, toi, Nayan? Ouais. Ça peut pas être LA qui est intégralement orange Los Angeles, la couleur de la ville. C'est trop clair pour l'exorciste, je dirais. Ah, et moi j'aurais dit ça, mais. Ah, ok. Moi, j'aurais dit le convoi de la peur. FC French Connection. Bah, convoi de la peur, est-ce qu'il n'y aurait pas plus de vert? Parce que c'est quand même la jungle. Pour le, rousse, hein. pour le, La pour le jungle. bleu de la fin. Et... Ah oui, bah oui. Ouais. Ouais. Non, moi je pense que c'est l'exorciste parce que ça commence en Irak, je crois. Exactement, Il est ouais. dans le déserto, le gars. Et il Ah. voit pas Zouzou. Ah oui. C'est ça. Et à la fin, il fait froid. Le tout début du film, c'est Pazuzu. Pas Zouzou, le. Donc le Zouzou. 5-10 minutes en Irak, enfin plutôt 5 minutes. Ensuite, il y a plein de vies, de scènes quotidiennes, en réalité, dans L'Exorciste. Et à la toute fin, c'est la longue confrontation avec le démon, où tout d'un coup, la pièce devient hyper froide, toute bleue, toute glaciale sombre. et tout, ouais. C'est L'Exorciste, bravo C'est à marrant, tous. c'est marrant. Et dernière question, c'est Hitchcock. On Oh finit sur non, Hitchcock comme oh ça, on se non. fait plaisir. Il adore les couleurs en plus, lui. Bah ouais, c'est ça, je Il me est suis fou, dit, il est mais fou. quel meilleur C'est coloriste Psychose, que ce mec en fait. Super On a drôle. le plus grand faiseur de couleurs du monde. C'est ça. Du monde. Du monde. Je rigole pas, moi. Cette bande de rouge m'intrigue. Petite bande rouge fine. C'est vrai. C'est vrai, très vive. Bah, La main au collège, je crois que je l'ai pas vu. Donc là-dessus, Je l'ai pas vu non plus. Aïe, aïe, aïe. On va dire que Loïc l'a mis et que c'est pour un peu moins connu, mais c'est pas lui du coup. Bah, C'est écoutez, connu la main au collet quand même. Non, mais C'est peut-être des vérifié. 4. C'est à Cannes. Non, mais des 4. Ça, c'est à Cannes, c'est le French film de Hitchcock. Peut-être des 4. Fenêtre sur cour, il y a trop de couleurs pour fenêtre sur cour. Bah, disons qu'il y a. Moi, il y a un truc, c'est que il y a une belle bande verte vers la fin. Ça donne envie de dire Vertigo, mais en même temps, la conclusion Bah oui, de Vertigo. bien sûr. La conclusion de Vertigo, j'avais pas souvenir que ce soit si sombre que ça, si. Parce que ça se repasse pas. Puis, enfin, je me souviens pas assez bien. Mais... C'est quoi la toute fin de Non, Vertigo c'est pas, ça se repasse pas justement dans l'église où il retourne pas dans l'église? J'ai souvenir de ça, mais que c'était vraiment la toute fin quoi. Je sais pas. Qu'est-ce que ce serait la partie un peu Oui. Darkos à la fin La mort. Mais c'est pas aussi éclairé le tout début, Vertigo, parce qu'il est. Ça se finit. J'ai le souvenir de James Stewart qui poursuit quelqu'un, c'est la nuit, en extérieur, il est sur le point de tomber d'un immeuble, et un truc comme ça, mais c'est Mais est-ce que ça, c'est pas. pas le trop fait que- séculaire. C'est que j'ai l'impression que c'est un peu sombre, non? Il n'y a pas une ou deux bandes très sombres tout à gauche Si, au ouais. début? C'est peut-être ça, hein? Ah d'accord. Si. Ah oui. Bah c'est ça alors. Ouais, ça me tente bien. C'est Vertigo. Et Bravo à ouais. tous. En même temps, c'est un peu le film, la couleur. Ouais, voilà, c'est ça. Je me suis dit, les petites Ouais, bandelettes vert néon à le la vert, fin, c'est ça va, vraiment ça le va vert filer, Vertigo de ouais. la scène de l'hôtel. La petite bandelette rouge, Ouais. c'est vraiment la scène du restaurant où c'est rouge pétant. On l'appelle le Vertigo d'ailleurs. Moi je vois la couleur. bandelette Je verte. propose et un vote verte à et main rouge, je levée pense pour que que Clément soit banni de prisme. Je mets 2 Le votes. petit Vertigo là. Je suis le maire dans le loup-garou, j'ai le droit Dans de les, tu vote. sais, les chefs-op, ils ont le truc avec toutes les couleurs et il y a C'est le Vertigo. ouais, c'est le 138 Lee Filter, c'est le Vertigo. Eh bien, voilà, c'était la fin de mon quiz. Ouais. Qui est Magnifique, qui a c'est un le super quiz. C'est très très rigolo de voir les films comme ça. qui a le Vous avez des idées de quiz qui se renouvellent à chaque fois, c'est fou. Ce qui est pratique avec ce quiz, Du c'est que je génie. peux en faire plein. Tu peux en faire d'autres, ouais. Je peux en faire d'autres, je peux faire Ouais. plein de films français.
C'est un film européen. Et C'est j'ai vrai, même, ça c'était un site du coup sur lequel j'ai trouvé des choses qui étaient préfaites, mais j'ai trouvé un autre site sur lequel, si t'as déjà les fichiers du film, tu mets le fichier du film et ça te fait ta bandelette. C'est exceptionnel. Donc peut-être que je prendrais la peine de télécharger Est-ce que tu peux le faire une palette avec plus ou moins de degrés, tu vois, de précision, en mode au début t'as 4 couleurs en mode tu vois, je sais pas, ça pourrait être marrant, c'est vrai. Bref, on est habitué aux palettes en mosaïque, tu sais, avec les petits carrés sur Facebook. Il y a pas mal de pages qui font ça, mais là c'est beaucoup plus parlant, je trouve, parce que tu as tout le côté narratif. Ouais, c'est ça, exactement. Très joli. C'est génial. Bien joué, Loïc. Merci au chat. On arrive à la fin de ce petit stream. C'est ça, c'était un petit stream, petite croquette. La question c'est... Ce qui fait de vous des chiens. Thigo le vert. Donc la semaine prochaine, il y a plein de nouvelles sorties, c'est faux. Il y a eu le Jiazongke qui est sorti ce mercredi, mais qui me semble être un poulet bien mince pour satisfaire une horde de prismeurs affamés. En plus, j'ai l'impression que c'est un peu un film qui se retourne sur ses autres films. Et du coup, vu que... j'en ai vu un. Moi, je suis une bille. Voilà. Mais non. C'est fait en vert. Je roule, en fait. Je roule. Incroyable. Ok, donc... on pensait faire un stream un peu spécial la semaine prochaine. Complètement spécial. L'idée, c'est de revenir sur 2024, ce qu'on a déjà fait d'ailleurs. On avait fait un stream pour vous parler de certains films. Mais là, l'idée, c'est de faire un giga stream où on ne fait que une tier list. Tier list des films de 2024 dont on a parlé chez Prism. Alors, pour l'immense majorité. On peut se poser la question de comment on choisit le corpus. Est-ce qu'on prend genre... le top 50 Letterboxd, tu vois, par exemple, un truc comme ça. Est-ce qu'on pour que les gens aient le, tu vois, et le poulet et le débat. En tout cas, beaucoup de films. C'est ça, grosse tier list. On reviendra sur tous les films de l'année dernière, pas tous, du coup. Tous. Mais sur plein, et on prendra un petit plaisir à revenir brièvement, essayer de les ranger, vu que vous les avez tous vus. Profitez du festival Télérama pour aller revoir les films qu'on vous conseillera. C'est d'actu en fait, c'est d'actu. Voilà, le poulet, c'est tout simplement la semaine prochaine, grosse tier list, gros plaisir. C'est ça, ça va être marrant. Mais écoute, merci Nayan, merci Clément et merci au chat comme d'habitude toujours. Et écoutez, et gros bisous. À la semaine prochaine. Ciao.